Avant la finale, j'avais la sensation qu'on allait gagner. Même une photo, je pense, qui restera gravée, qu'on avait prise. On a dit, bon les gars, dernier petit-déj avant la victoire. On savait, on sentait que c'était pour nous. En vrai, au match contre la Belgique où tu mets le but décisif, t'as senti quoi à ce moment-là? Je suis passé par des moments compliqués. J'ai un vécu. Mes histoires que j'ai pu avoir avec ma famille. On n'avait pas forcément des grands moyens, avec une mère qui était seule, qui travaillait. C'est vrai qu'il y a eu tout ça. À ce moment-là, quand j'ai marqué, je me suis dit, waouh, t'es passé par tout ça et regarde là, tu mets ce but-là. C'était vraiment la soirée parfaite. Ton genou, il était déjà fragile à ce moment-là? Ouais, juste avant. Juste avant, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir quelques gênes. C'était après les matchs où mon genou réagissait. Dans un premier temps, j'étais content parce qu'on gagnait. Mais après, je repartais dans ma bulle à moi. Je me disais, waouh, je suis en train de souffrir quand même. À un certain moment, je voulais appeler le sélectionneur pour lui dire, écoute, non, je pense que je vais pas pouvoir la jouer cette compétition. Est-ce que c'est eux qui t'ont convaincu de le faire ou toi qui les a un peu poussés? Pour eux, je pouvais y aller sans Ok. souci, hein. Mais moi, j'avais des doutes. Est-ce que t'as l'impression d'avoir sacrifié ta carrière pour la Coupe du Monde? Euh, Salut tout le monde, je veux juste prendre le temps pour vous remercier pour votre soutien et pour tout l'engouement qu'il y a autour du podcast. Ça fait un peu plus d'un an qu'on a commencé et on n'aurait jamais imaginé avoir autant de soutien de votre part. En revanche, on entre dans une nouvelle ère et vous êtes plus de 90% à regarder les vidéos et à pas être abonné. Donc on a vraiment besoin de vous, que vous vous abonniez pour ne plus rater aucun podcast parce qu'à partir de maintenant, on va en sortir un par semaine. Merci à vous, on continue avec le podcast. Sam, ouais. qu'est-ce que je dois savoir sur ton enfance pour comprendre la personne que j'ai en face de moi aujourd'hui? Waouh. Waouh. Sur mon enfance, j'ai un vécu, je pense. Mhm. Mon enfance, je pense que tout le monde a son vécu, mais je pense que il y a certaines choses de ma vie ou de la personne que je suis à l'heure actuelle sont dues à mon enfance, à ce que j'ai pu vivre. L'enfance, il se passe tellement de choses, Mhm. en bien comme en pas bien. Donc on peut avoir des traumas sur certaines choses qui te suivent quand tu grandis. Et ça a été le cas pour moi en bien, des choses positives comme des choses négatives. Tu fais référence à quoi quand tu dis que t'as un vécu? Ah, j'ai un vécu, c'est qu'il y a des situations qui se passent que à certains moments on n'est pas forcément prêt, surtout à cet âge-là, à vivre. Mhm. On le prend d'une certaine manière parce qu'on est petit et avec le temps, avec le recul, on se rend compte que ça nous a suivi toute notre vie. Mais au final, je me suis fait aussi, grâce à toutes ces choses-là, qu'elles soient positives ou négatives. Est-ce que tu peux un peu me décrire à quoi ressemblait ton environnement quand tu étais jeune? Euh, on avait, on va dire, pas forcément des grands moyens, Mhm. avec une mère qui était seule, qui travaillait pour ses enfants, rien que pour ses enfants. Et au final, voilà, on ne demandait pas grand-chose, manger, boire. Et après, quand on sortait, on avait l'opportunité pour nous, c'était des vacances, hein, de sortir à côté, descendre de l'immeuble et jouer avec les copains. C'était nos vacances. Donc, des choses simples. Ouais, j'ai grandi dans cet environnement-là. C'était quoi ton premier contact avec le ballon? Mon premier contact avec le ballon, bonne question. Franchement, je devais avoir peut-être 3 ans par là. Et je sais que vu que j'avais un grand frère qui lui était plutôt basket déjà, Ok. mais au final, moi j'étais obligé d'être à côté. Donc il y avait souvent des jeunes qui jouaient au foot et je jouais avec eux. Je jouais souvent avec des personnes qui étaient plus âgées que moi. Euh, et c'était un peu compliqué, mais au final, on s'adapte vite. Et c'était souvent ça, descendre en bas de l'immeuble et jouer avec les copains. T'as plusieurs frères, c'est ça? Un seul, ouais. Quelle place il a eu dans ton parcours? Une grande place, parce que je pense qu'on a toujours un peu des exemples, ouais, euh, par rapport à ce qu'on voit. Et vu que moi, j'avais pas forcément cette figure paternelle, c'était, on va dire, mon grand frère que je regardais et que je prenais pour exemple, ouais, quand j'étais petit. Parce que j'ai lu que il avait tendance à beaucoup te mettre en avant.
Il aimait bien un peu te tirer, te mettre en avant, montrer ce que tu savais faire. Est-ce que c'est Oui, vrai oui, oui, ça? c'est vrai. C'est vrai que, par exemple, dès qu'il parlait de moi, que j'étais petit, j'arrivais à faire, peut-être 50 jongles des 2 pieds, et il disait: «Ouais, regardez mon frère, ce qu'il sait faire», alors que, c'est vrai qu'à cet âge-là, il y a pas tous les petits qui savent jongler comme moi je pouvais le faire. Mhm. Et c'est vrai qu'il me mettait en avant auprès de tout le monde. Et après moi, c'est vrai que j'étais un peu plus réservé, donc je me disais: «Ouais, pourquoi il fait ça? Non, j'ai pas envie». Mais au final, oui, je pense qu'il y avait cette fierté-là de son côté, hein. Mhm. Tu te considères encore réservé aujourd'hui ou pas? Ça dépend. C'est vrai que moi, j'ai un peu, j'allais dire 2 visages, mais je trouve que je suis quand même réservé, surtout avec les personnes que je ne connais pas. Au Avec premier moi par exemple. abord, au premier abord, c'est vrai que je peux être assez réservé, mais je pense que quand j'étais plus jeune, je l'étais beaucoup plus, et que par rapport au fait que maintenant, tout le monde me connaît par rapport au métier, au statut que j'ai, avec le football, Mhm. j'ai dû m'adapter à ça, et je pouvais pas me permettre de rester comme ça réservé, parce que tu es obligé de t'ouvrir aux gens, et à certains moments, on te demande des photos, des autographes. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'était un petit peu un choc, parce que moi, j'aimais bien rester dans mon coin, et au final, c'est les gens qui venaient: «S'il te plaît, une photo», et j'avais pas l'appétit de ça, je voulais pas trop, mais pas par manque de respect, mais c'était surtout que Mhm. waouh, je suis réservé, non, venez pas me déranger. Et j'ai dû apprendre et évoluer et changer. Et maintenant, je suis beaucoup plus ouvert qu'à l'époque. Et le fait que tu aies été forcé de changer, tu vois ça plus comme une bénédiction ou plus comme une malédiction? Euh, Franchement, je pense un peu des deux, parce que j'aimais bien cette période où j'étais réservé, et que Mhm. personne. Euh, Au final, si toi, tu as envie de parler avec une personne, tu peux, mais t'es pas dans l'obligation quand t'en as pas envie. Et c'était très bien. Et maintenant, c'est plus le cas. Donc, je pense un peu des deux. C'est bien d'avoir ce juste milieu-là, cet équilibre, que je n'avais pas avant. Mais maintenant, comme j'arrive à être ouvert aussi aux gens, j'arrive à avoir cet équilibre-là. Quand j'ai pas envie de parler, bah, je reste dans mon coin. Mais à certains moments, je sais qu'il faut que je le fasse quand même. Donc, je le fais. Mais je me force pas à le faire. C'est juste que je peux être les deux, quoi. Mhm. T'es né à Yaoundé, C'est ça. t'es arrivé à quel âge à Lyon? 2 ans et demi. Ok. Ouais, 2 ans et demi à Du Lyon, ouais. coup, t'as pas de souvenir de cette Non. transition? Pas Non, du j'ai tout. pas. Vraiment, moi, mes premiers souvenirs, c'est vraiment quand je suis en France. Dans ma tête, c'est comme si, euh, ouais, j'étais né en France. Parce que Mhm. mes souvenirs que j'ai, c'est quand j'étais tout petit. Je me souviens, je découvre la neige, ces choses-là. Et j'ai pas les souvenirs. Bah, je pense que j'étais trop petit. Ouais. Et donc, je ne les ai pas. J'ai que les souvenirs vraiment quand je suis en France. Ouais. T'es arrivé très tôt à l'OL, à 9 ans si je dis pas de bêtises. Ouais, 8 ans. Ouais, 8 8 ans. ans, oui, 8 ok. ans, ouais. Est-ce que à cet âge-là, t'as l'impression qu'on te disait déjà autour de toi, ouais, toi, tu vas devenir un grand joueur? Ou alors, c'est quand même compliqué quand même de voir ça à cet âge-là? Bah, je trouve que c'est compliqué à cet âge-là, mais c'est vrai que à chaque année que je passais de catégorie en catégorie, on me disait: «Waouh, t'as vraiment un bon niveau, tu sors un peu du lot». Mais moi, je prenais ça un peu à la légère, parce que je voulais pas forcément, dans ma tête, c'était pas être professionnel à cet Mhm. âge-là. Ok. Moi, c'était vraiment, je sortais de chez moi et je me retrouvais avec mes potes à jouer au football. Et moi, dans ma famille, personne ne m'a mis la pression. Donc au final, je jouais au foot, c'était juste un loisir. Donc à 8 ans, rentrer à l'OL, c'était incroyable, Mhm. mais c'était pas un objectif. Et c'est vrai que maintenant, avec le recul, quand je me souviens un peu des autres joueurs, des parents, comment ils fonctionnaient, moi, j'ai eu de la chance. Mhm. Parce que les autres, certains déjà avaient cette pression-là. Oh, il faut que tu sois joueur professionnel. Alors que moi, c'était limite, ah, t'es pas obligé d'aller là-bas à l'entraînement. Tu vois, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas cette obligation-là et aucune pression Ouais. pour aller m'entraîner, hein. Tu penses que c'est important que le football reste un jeu le plus longtemps possible quand t'es jeune? Ah oui, je pense que c'est en train d'évoluer, et moi, ça me plaît pas trop, parce qu'à cet âge-là, pour moi, c'est que du plaisir. Et quand je vois maintenant à 8 9 ans, certains qui ont peut-être déjà des agents, qui font des spé pendant l'été, mais si tu peux pas faire ça. Pour moi, à 8 ans, tu dois laisser le joueur prendre du plaisir, s'exprimer comme il en a envie. Et c'est comme ça que le genre va se faire. Mhm. Et c'est pas en le bridant, en disant: «Oh, il faut que tu cours vite, il faut que tu sautes haut». Non, à cet âge-là, non, qu'est-ce qu'il va comprendre? Et c'est pour ça que je pense que le foot, faut le laisser. C'est d'abord du plaisir Mhm. et être avec ses potes, jouer. Par exemple, tu poses des canettes pour faire des cages,
Et c'est ça, en fait, c'est un plaisir et je pense qu'on est en train de perdre ça. J'ai même plus l'impression que maintenant, les jeunes sont en bas de chez eux, en train de jouer au foot comme nous, on joue au foot. Je pense que ça a changé. Maintenant, tu as tellement de choses. Tu as le téléphone tu l'as beaucoup plus Mhm. tôt. Tu es dessus, les réseaux. C'est plus important qu'aller jouer en bas. Alors que nous, en tout cas, moi, à mon époque, il n'y avait pas tout ça. Et la seule chose qui nous faisait plaisir, c'était de se retrouver en bas de l'immeuble et jouer. Ça t'a pas plus marqué que ça d'arriver à rentrer à l'OL Cigène? Parce que je me souviens, tu vois, moi j'ai grandi à Lyon, je sais pas si je t'avais Hmm. dit. Et j'ai plein de gars de mon école qui partaient faire des détections à Lyon et personne n'avait été pris, je me souviens. Et du coup, tu vois, les gars qui étaient à l'OL, pour nous, c'était waouh, genre, Ouais. c'était sûr que c'est les stars de demain. Toi, tu l'as pris comment? Bah non, parce que vu que j'avais aucune pression chez moi, pour Mhm. moi, vraiment, c'était. Juste, Mais c'était, ouais, plaisir, viens, je vais kiffer. En plus, après, petit à petit, je suis rentré en centre de formation, même si ouais, je dormais à la maison chez moi. Mais on fait l'école en sport-études. Mais même malgré ça, bah, je suis toujours resté ok. dans ma tête, non, Sam, bah, tu prends du plaisir avec tes potes. Mais c'est vrai que plus on montait et plus on commençait à me dire, écoute, Sam, ouais, tu peux être professionnel. Mais Mhm. moi, c'était pas ça. Et même si je sais qu'autour de moi, peut-être qu'il y avait peut-être une attente, hein, mais je l'ai jamais senti. Mais je pensais qu'à jouer au Mhm. football, rigoler avec mes potes. Et même à l'OL, dès 8 ans, tu as déjà l'équipe 1, l'équipe 2 et l'équipe 3, je crois. Et peut-être vu que j'étais toujours dans l'équipe 1, bah, je ressentais pas cette pression. Pour moi, c'était Ouais, ok. simple. Et c'est vrai qu'il y avait déjà une concurrence parce que c'était les meilleurs en équipe 1, après l'équipe 2. Mais moi, j'ai jamais ressenti ça. Et c'est vrai qu'il y avait aussi des bilans en milieu de saison pour dire, écoute, là, votre enfant, c'est bien, mais il faut qu'il progresse. Mais moi, en fait, ça allait. Donc, j'ai jamais ressenti cette pression-là, Ok, honnêtement. ok. Et après, ton arrivée en centre de formation, est-ce que t'as l'impression qu'elle a un peu changé le côté fun? Vu qu'il y a, je pense, plus de discipline, plus de hiérarchie, etc. Ouais, c'est vrai que c'était ouais, beaucoup plus de discipline, on t'apprend pas mal la rigueur, Mhm. et là, ça devient beaucoup plus sérieux. Hum, et c'est vrai que ça change, ça change. Là, tu sais que tu joues avec tes potes, mais tu sais que ton collègue qui est à côté de toi, bah, tu peux parler avec lui, mais il va se battre pour prendre ta place. Donc ça devient totalement différent. Mais après, pour moi, je sais que même si je suis ami avec un joueur qui est au même poste que moi, bah ça me dérange pas parce qu'au final, c'est les meilleurs qui vont jouer, c'est l'entraîneur qui décide. C'est pas ton collègue qui décide, c'est l'entraîneur. Donc ça va dépendre que de toi. Donc j'ai jamais eu de problème, je me suis Mhm. entendu avec tout le monde et même des joueurs qui étaient à ma position, on était en concurrence, mais pour moi, dès qu'on sortait du foot, c'est autre chose. Mhm. Encore une fois, une personne qui joue à la même position que toi, si elle a besoin d'aide, faut que tu sois là. Si elle a peut-être pas compris un exercice, tu vas pas le laisser au fond du trou comme ça. Non, tu dois quand même lui apporter ton aide. Et c'est ce que j'ai essayé de faire au quotidien, en tout cas tout le temps, quand je pouvais. Et je pense que le fait d'avoir cette mentalité-là aussi, ça m'a permis de passer les étapes les unes après les autres. Et toutes les personnes qui avaient un peu cette mauvaise mentalité, bah, n'ont pas forcément réussi. Tu m'as dit que être pro, c'était pas vraiment un objectif, mais ça l'a jamais été, ou alors il y a quand même un moment où ça l'est Ouais, devenu. si, je pense, à partir du lycée. Ok. À partir du lycée, si quand même, parce que je commençais déjà à être appelé en équipe de France de jeunes. Mhm. Et je loupais pas mal l'école. Donc au final, je me suis dit, bon, Sam, bah, il faut que tu décides. Et après, ça allait vite, hein, le choix, il était vite fait. C'est que je voulais en faire ouais, le foot, que ça soit mon métier. Donc ouais, à partir de cet âge-là, je pense, 14 15 ans, je pense que j'ai commencé à me dire, ouais, bon, ça devient sérieux. Et en plus, les coachs qui te parlent, qui te disent, écoute, tu es sur le bon chemin. Donc si tu restes comme ça et que tu évolues et que tu progresses, bah tu pourras être professionnel un jour. Donc je me suis dit, allez, let's go, pourquoi pas, hein. Il y a un truc aussi enfin, pas qui me fascine, mais que je trouve fou dans le foot, c'est que très jeune, vous êtes confronté à beaucoup d'argent. Hmm. Est-ce que tu sais, c'était quoi ton premier salaire en centre de formation? Oui, c'est quand j'ai signé mon contrat aspirant, Mhm. c'était ça, ouais, contrat aspirant. Euh, C'était drôle, hein, parce que, euh, en tout cas, ma mère, moi, c'était peut-être le SMIC un peu plus, et elle faisait des heures sup pour pouvoir nous nourrir, qu'on puisse acheter des vêtements. Et là, c'est vrai que le premier contrat, je crois, aspirant,
J'avais 1008, je crois, 1007. Et t'as Et quel âge à ce moment-là? là, je passais de 14 à 15 ans. Ouais. Ah, ok, ok. Et je me souviens, c'était tellement marrant quand on va pour signer, parce que ça marchait par points. Et donc, marchait par points, et au final, tu calculais, je sais plus combien valait un point, mais ça finissait par 1700 euros. Et je m'en souviens, ce jour-là, ma mère qui me regarde à côté et qui me donne un coup sous la table parce que on savait pas, moi je savais pas aussi ce que c'était et limite gagner plus qu'elle alors que j'ai 15 ans, c'est énorme, c'est Mhm. énorme, c'est énorme. Et en toute honnêteté, moi l'argent, ça a jamais été, j'ai jamais fait du foot déjà pour de l'argent. J'ai toujours voulu me préoccuper que du foot. Après, on savait très bien que au fur et à mesure, bah, on allait devoir en parler de l'argent, qu'est-ce qu'on en fait et, euh, et combien j'ai, parce qu'il faut avoir aussi une vision là-dessus. Mhm. Mais c'était, pour moi, c'était pas forcément tabou. Je me suis un peu formaté en disant, écoute Sam, si tu continues comme ça, tu vas gagner de l'argent, même beaucoup. Mais c'est quoi le plus important? C'est le foot. Donc, ça m'a jamais fait rêver. Et même, je suis une personne aussi qui montre rarement déjà quand, ouais, quand il est content. Et donc, au final, quand je signais mes contrats, je te cache pas que, surtout mes proches, ils me disaient, mais t'es content? Je disais, oui, je suis content, mais allez, next step, tu vois. Je pensais déjà j'avais d'autres objectifs Mhm. et c'était pas le plus important. Je savais que j'allais pouvoir aider ma famille. Et pour moi, c'était le plus important parce que aller m'acheter des vêtements à cet âge-là, j'y pensais même pas. Mais j'ai eu de la chance que, euh, on va dire, dans ma famille, de base, il n'y avait pas ce. Ouais, l'argent, c'était pas Mhm. important. Donc, ils m'ont dit, écoute, c'est ton argent, tu le gardes dans ton compte, tu n'y touches pas et nous non plus. Et, euh, et voilà, sachant que je venais, comme je disais, d'une famille, c'était, j'allais pas dire très compliqué, parce que je pense qu'il y a pire, mais je sais que par exemple, on arrivait vers le 20, fin du mois, voilà, il faut serrer la ceinture, Mhm. et on savait qu'on allait manger pas triste, et ce qui coûtait le moins cher, et voilà, mais je savais, j'avais la valeur de l'argent, donc, euh, donc voilà, mais l'argent pour moi, ça a resté un bonus, un plus. Ça aide, bien évidemment, mais à cet âge-là, j'y pensais pas du tout. Et pour toi, c'est quoi l'erreur numéro un des jeunes qui commencent à toucher beaucoup d'argent? L'erreur, je pense que c'est surtout, premièrement, je pense ils sont pas forcément accompagnés. Déjà ça, parce que quand tu touches cet argent-là, t'es pas forcément prêt Mhm. et il faut être accompagné. Je pense que le milieu dans lequel on est, on parle de tout sauf de ça. Et je pense que ça fait partie de notre milieu. Et donc, il faudrait vraiment euh, ouais, pouvoir accompagner les jeunes et surtout les familles. Les familles de ces jeunes-là, parce que des fois, tu as des familles qui vont gagner, le père et la mère, allez, 1005, 1002, et qu'ils ne savent pas comment gérer ces sommes-là, des sommes un peu plus importantes. Donc, ils vont pas savoir. Donc, je pense que c'est eux, il faut pouvoir les accompagner. Et les erreurs, bah, des fois, c'est vouloir tout dépenser. Vouloir tout dépenser, et que ce qu'ils savent pas, c'est que dès le plus jeune âge, il faut mettre de côté Mhm. et penser à investir vraiment dès le plus jeune âge, parce on sait pas ce qui est fait, ce qui pourrait t'arriver demain, quoi. Si t'as plus tout ça, comment tu vas faire pour t'en sortir? Si tu as déjà une petite base où tu as mis de côté, bah tu sais que voilà, tu es à l'aise. Mais je pense que ouais, quand t'es jeune comme ça, à certains moments, tu te dis waouh, j'ai pas connu ça. Bah tu sais quoi, bah je vais profiter parce qu'on sait jamais. Bah non, c'est au contraire. Mets de côté parce que on dit que la vie est courte, mais à la fois elle est longue parce que tu as tellement de choses à faire. T'as tellement de choses à faire et je pense que Mhm. l'argent, ça peut être vraiment, c'est très important. On se rend compte que de nos jours, si t'as pas d'argent, en toute honnêteté, tu peux pas faire grand-chose. Ça soit investir des projets, tu peux rien faire. Donc, je pense qu'il faut mettre de côté. Mhm. Mais encore une fois, c'est l'accompagnement. Et je sais qu'à ce niveau-là, dès que tu signes pro, tu as énormément de personnes qui t'appellent. Ah oui, gestion du patrimoine. Et mais ces gens-là, il y en a énormément qui se sont fait avoir. Ah, t'inquiète pas, je gère tout. Ton argent, j'ai l'œil sur tout. Mais toi, tu vois rien parce que c'est même pas que tu vois rien, tu peux voir. Mais comme tu es jeune, tu prends pas ce temps-là de dire bon, qu'est-ce qui se passe sur mon compte?
et il y en a énormément qui se sont fait avoir. Et quand ils arrivent à 30 ans, 32 ans, que la carrière est sur la fin, ils se disent: «Ah, je vais jeter un œil». Mais leurs investissements ne valaient rien du tout. Mhm. Donc ils se retrouvent sans argent, sans rien. C'est pour Ouais. ça que l'accompagnement, tu as des charlatans, comme de partout. Et encore plus quand tu as de l'argent, c'est ce qui se passe. Donc c'est dur d'être bien accompagné, d'être bien aidé, mais faut vraiment prendre le temps de trouver les Mhm. bonnes personnes et de se faire aider. Surtout en tant que footballeur, tu peux pas bien jouer si tu as ça à penser, donc faut vraiment être sûr que Exactement. Donc au c'est un final, rôle. on va dire, tu délègues un peu, tu dis, bah, je vous laisse ça. Mais à la fois, même si tu es jeune, le conseil que je pourrais donner, c'est toujours jeter un œil. Ça te prend 5 minutes et même si tu sais pas, tu connais pas les termes, il faut toujours dire, bah, je vais apprendre. Et au fur et à mesure, quand on t'en parle, bah, même si tu n'as pas fait les études, tu vas vite comprendre. Et pour moi, c'est super important de toujours jeter un œil sur ce que tu fais, sur ce que les gens font avec ton Mhm. argent. Et même si tu sais pas, tu demandes qu'on t'explique. Mais tu peux pas laisser une personne tout gérer et venir 10 ans après en disant, bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, 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 non. Parce qu'après, ça sera trop tard si cette personne-là, bah, s'est jouée de toi et a utilisé ton argent pour faire tout sauf ce qu'elle aurait dû. Ouais. Pour revenir à tes débuts en centre de formation, etc., est-ce que tu te souviens de ton premier entraînement avec les pros? C'était en pré-saison. Pré-saison, j'avais Mhm. commencé avec eux. Donc, ils m'ont demandé, j'avais 16 ans, je crois, de faire la pré-saison avec eux. J'étais pas forcément stressé, mais juste vu que j'étais un peu introverti, je me disais, ouais, quand je me retrouve à table avec eux, qu'est-ce que je vais dire? Moi, c'est juste ça. Mais après, sur le terrain, non. Après, sur le terrain, non. Le terrain, pour moi, ça a toujours été le Mhm. lieu où, waouh, où j'oubliais tout. Ok. Et ouais, où j'oubliais tout. Donc, j'étais pas stressé. J'étais plutôt impatient. Mais c'est vrai que j'avais des joueurs incroyables. Même Bafé Gomis, Jimmy Briand, Boom Song à l'époque. Pour moi, c'était un monument, quoi. Et en plus, avec la classe qu'il a, quand il te parle et tout ça, s'il y avait des joueurs, pour moi, c'était quelque chose. Lisandro Lopez, c'était des joueurs au final que je regardais à la télé et là, ils étaient à côté de moi. Donc, il fallait que je sois bon, tout Mhm. simplement. Et le foot, ça a toujours été ça. C'est que quand on te donne ton opportunité, il faut répondre. Et donc, j'avais tout le temps parce que c'était une préparation. C'était ouais, la pré-saison. Donc, je pense que j'ai répondu présent. Et je me suis vraiment rendu compte ce que c'était être professionnel. Parce que la prépa de début de saison, c'est dur. Mhm. Tu cours beaucoup. Et moi, à 16 ans, t'es pas encore fait. Physiquement, non. Et j'avais jamais fait de muscu avant. Et là, tu faisais 3 séances. Tu faisais vélo. Déjà, le vélo, j'aime pas ça. Donc, on devait faire du vélo. C'était galère. Ensuite, tu avais une session de muscu, de Mhm. course. Déjà, tu étais KO. Et après, en fin de journée, tu avais une séance d'entraînement. Waouh! Et c'est là où j'ai connu les siestes. Les siestes où mon corps, bah, il s'endort tout seul. Il s'endort tout seul. Et là, je me suis dit, waouh, là, c'est professionnel. Et il va falloir travailler. Il va falloir travailler. Ouais. C'est vrai, les 16, j'ai vécu la même chose quand j'ai fait du basket, moi, et mes premières saisons pro, pareil, ouais. Je m'endormais là en début d'après, mais je comprenais Waouh. pas, mais c'est vrai que c'est important les siestes, en fait, tu t'en rends compte à ce moment-là. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune qui commence ses premiers entraînements avec les pros? Parce que tu sais, t'as souvent l'impression que tu dois prouver à ce moment-là, Mhm. et du coup, tu peux un peu changer qui t'es. Ce serait quoi ton Ouais, non, conseil? ouais, je pense qu'il faut rester soi-même. Rester soi-même, tu vas pas tout réussir, ça c'est sûr. Mais en tout cas, dans ce que je pense, les coachs regardent, c'est l'implication. Que tu loupes un geste, ça arrive. Mais l'implication de rien lâcher, de tout donner, c'est le plus important. Et Mhm. d'être vraiment sérieux, rigoureux, je pense que c'est la base. C'est la base. Et ensuite, petit à petit, vu que tu vas être à l'aise, si tu as si t'as le niveau et si tu as aussi cette mentalité-là, tes qualités vont ressortir et elles vont être vues. Et déjà, si tu es là, c'est déjà que tout le monde sait que tu as des qualités. Donc, il ne faut pas douter de ça. Et après, la pression, je pense que chacun est différent et que moi, j'arrive, on va dire, à gérer ça. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à gérer la pression et qui déjouent totalement Mhm. parce que tu as cette pression-là, tu avec des joueurs connus, tu avec un staff, un coach qui va faire que de te regarder. Donc, c'est compliqué. Par rapport à la pression, j'aurais même pas de conseils à donner parce que je sais, même si j'en donne,
tout le monde a sa manière de gérer la pression. Donc, c'est assez compliqué, mais je sais qu'il faut rester soi-même. Mais c'est facile à dire. Vraiment, c'est facile à dire parce que est compliqué à certains moments à gérer parce que j'ai énormément de connaissances ou même d'amis qui ont été dans cette situation-là et qui sont plus ou moins ouais, plus stressés que moi. Et quand tu parles avec eux, tu te rends compte que c'est pas si facile que ça à gérer. Euh, donc voilà, mais après le stress, ça arrive une fois, deux fois, mais quand au fur et à mesure du temps, des Mhm. entraînements, normalement ça Ouais. passe. Ouais. Et est-ce que tu te rappelles de ton premier match? Mon premier match, oui. Après, ça soit amical ou officiel. C'est vrai. Parce que amical, je me souviens de mon premier match. Ouais, le premier match amical que je fais, bah, c'était pendant la pré-saison. Euh, En plus, je jouais latéral alors que de base, j'avais été formé central. Pour moi, c'était dur parce que dans les efforts, en plus, tu dois te dire, ouais, c'est ton premier match, il faut que tu fasses attention à tout. Donc, euh, donc oui, je me souviens de ce match-là. Et après, mon premier match officiel, vraiment, c'était en Coupe de France Mhm. contre Lyon-la-Duchère. Pour moi, ça allait, parce qu'en plus, c'était une équipe qui jouait, on va dire, si je me trompe pas, en CFA comme moi. Enfin, ouais, je jouais en Mhm. CFA avec l'équipe réserve. Donc, c'était une équipe qui avait, on va dire, un niveau que je connaissais. Donc, ça s'est bien passé. En plus, c'était à Gerland. Donc, top. Voilà, ça s'est super bien passé. Ça faisait quelque chose d'arriver à Gerland après tout ce temps? Ouais, bah après, nous, on avait l'habitude des fois d'être ramasseur de balles, c'est différent, Ok. mais c'était différent de rentrer, d'être dans le vestiaire. Après, tu as des escaliers où tu montes sur le terrain. C'était différent, mais c'est vrai que j'attendais ce moment depuis. Mais après, c'est vrai que quand je suis sur le terrain, après, j'oublie tout ça. Mhm. On oublie j'oublie que je suis à Gerland, mais non, j'étais plutôt content et fier d'en arriver là. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est possible de réussir sans être bruyant, en montrant sa confiance sur les réseaux, etc. Est-ce que tu penses que ça a un peu changé? Pour moi, les réseaux, je suis pas forcément un grand fan Mhm. des réseaux. euh, Parce que je trouve que on va dire comme si tu avais une obligation de montrer quelque chose sur les réseaux. Et moi, je pars du principe que non. Surtout si tu fais du foot, tu dois juste être bon sur le terrain. Et par exemple, moi, je sais que j'ai eu des petits soucis physiques et j'ai l'impression que les gens attendaient Mhm. que je leur montre ma récupération, qu'est-ce que je fais, où je suis, avec quelle prépa physique je suis, si je fais des entraînements supplémentaires à la maison ou pas. Je pense qu'ils étaient dans l'attente, parce qu'au final, ils ne savaient pas ce que je faisais. Pour eux, j'étais juste blessé, j'étais tranquille chez Mhm. moi, sûrement à prendre mon salaire chaque mois, voilà. Mais la réalité, c'était pas celle-là. C'est que j'étais quelqu'un qui bosse énormément. Et surtout, quand tu es blessé, le plus important, c'est de tout faire pour revenir sur les terrains. Donc oui, je faisais des séances, des doubles séances même à la maison. Personne ne savait. Mais pour moi, j'avais pas de compte à rendre. Juste à moi, en allant travailler, en faisant le nécessaire pour revenir. Mais pour moi, on n'avait pas à être au courant de ça. Mhm. Et c'est vrai avec le recul, je pense que j'aurais fait exactement la même chose, parce que je suis comme ça. Mais je pense que si j'avais peut-être montré aux gens comment j'étais un travailleur, un bosseur acharné, je pense qu'il y a certaines choses qui ne se seraient pas dites ou sorties Ouais. à certains moments. Mais ça fait partie du jeu. Et moi, j'ai décidé de rester moi-même. Et c'est pour ça que je dis que les réseaux, au final, à certains moments, ça te fait devenir une autre personne. Et moi, j'avais pas envie de changer. Et je sais que même mes proches, hein, ils me le disaient, non, mais Sam, je pense que ça serait bien que tu montes, ça serait... Non, désolé. On s'est pris la tête, pas pris la tête, mais on a eu des petites embrouilles là-dessus, parce que des désaccords, parce que moi, je ne voulais pas montrer ce que je faisais. Et ils me disaient, mais Sam, les gens doivent savoir ce que tu fais. Parce que nous, quand on vient te voir à la maison, on ne te voit pas beaucoup. Pourquoi? Parce que tu travailles, parce que tu vas bosser, tu fais des séances en plus. Et je leur disais, non, le plus important, c'est que je me sens bien, moi, en le faisant, mais j'ai pas besoin de le montrer aux gens. Ouais, mais tu sais, regarde ce qui est sorti là dans la presse, c'est faux. Ah, mais non, Mhm. moi je me sens bien, je peux me regarder dans la glace parce que tranquillement, sereinement, parce que j'ai fait le nécessaire. Mais
de vouloir montrer à tout prix aux gens ce que tu fais. À certains moments, je le faisais, mais c'est Ouais. pas moi, c'est pas moi. Donc non, je regrette pas. Après, maintenant, je pense que ça se fait énormément. Tu vois, par exemple, en pré-saison, tu es en vacances, mais tu en as beaucoup maintenant qui, pendant qu'ils sont en vacances, vont montrer qu'ils courent, qu'ils sont à la salle. Oh, t'as pas besoin de faire tout ça, tu vois. Moi, je trouve que non, t'es en vacances. Donc, si t'es en vacances, tu peux rester tranquille, bah, mettre des photos. Mais Mhm. non, il faut absolument montrer, peut-être pour que le club se dise, ah, lui, il va pas revenir en surpoids ou quelque chose, mais t'as pas besoin de ça. Si t'es bien avec toi-même, tu fais ce que t'as à faire. Et ça va se voir dans tous les cas. Quand tu vas revenir de vacances, si tu as un peu de Mhm. gras en trop, ça va se voir. Mais de trop montrer, moi, je sais que je suis pas fan de ça. Parce qu'au final, les gens, ils en demandent toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ah, t'as montré que tu fais ça. Ah, maintenant, il faut montrer autre chose. Non, non. Et moi, je sais que j'aime pas faire ça. Mhm. Et pour moi, plus les réseaux, surtout pour le foot, t'en as pas forcément besoin, c'est juste partager les moments. Ah, t'as gagné un match, t'as eu un moment incroyable, ouais, tu le partages, il n'y a pas de souci. Mais le reste, je trouve pas que ça soit Mhm. nécessaire. Mais c'est vrai, moi je trouve ça assez injuste, tu vois, parce que t'as des étés, t'as un mec qui va mettre une vidéo workout, mais c'est le seul workout qu'il a fait de l'été. Alors qu'il y a un gars qui a bossé tout l'été, il met une Mais c'est vidéo. pour ça que je trouve ça Et fake. C'est qu'au final, il va mettre ça et les gens se disent, ah ouais, ouais, il est en train de bosser ses vacances, lui. Et en final, il a fait qu'une seule séance. Alors que la personne qui est en train de bosser tous les jours, elle bah, a pas vu le temps qu'elle de met faire rien, les bah, vidéos. ils vont dire, ah bah, lui, il fait rien de ses vacances, il bosse pas à côté. C'est pour ça, pour moi, ça, c'est un peu, c'est fake. Et les réseaux, pour moi, c'est très fake. Vraiment, tu peux tout mettre, tu peux te faire passer pour une personne que tu n'es Mhm. pas C'est ça. sur les réseaux. Et moi, j'ai pas envie de me faire passer pour une personne que je ne suis pas. Sinon, au final, je devrais tout montrer. Que là, je travaille, que là, je vais à gauche, que là, Mhm. je vais à droite, que... Non, j'en ai pas envie. J'ai vu aussi que t'étais quelqu'un de très pointilleux à l'entraînement, et même parfois un peu impulsif quand Ouais. autour de toi ça respecte pas ça. Est-ce que t'as déjà eu des embrouilles comme ça avec d'autres coéquipiers Ah qui oui. bossaient pas assez Ah oui, oui, à oui. ton goût? Après, c'est vrai que ouais, moi, je suis très rigoureux. Les entraînements, c'est les entraînements. On s'entraîne, pour moi, tu dois t'entraîner comme tu vas jouer le week-end. Et le week-end, c'est à fond. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a certaines séances, tu vois certains joueurs qui gèrent un peu. Tu fais des jeux à l'entraînement, bah moi, c'est pour gagner. C'est pas juste pour jouer, c'est pour gagner le jeu. Et tu vois, des fois, tu es dans ton équipe, tu sais déjà les joueurs qui vont un peu gérer. Et moi, je détestais ça. Et tu t'avais beau être plus âgé ou expérimenté que moi, bah si je devais te le dire, je te le disais. Et c'est vrai que bah il y a eu un peu des prises de tête avec certains joueurs, mais ça c'était le terrain quoi. Et Mhm. après quand on sortait de ce cadre-là, tout se passait bien. Mais je sais que sur le terrain, pour moi, il n'y a pas d'âge déjà premièrement. Qu'un jeune soit là, c'est pas parce qu'il est jeune que tu dois absolument lui taper dessus. Mais la personne plus expérimentée, c'est pas parce qu'elle est plus âgée qu'elle doit avoir des passes droits. Pour moi, non. Pour moi, on fait tous le même métier, on a Mhm. tous le même objectif, donc tout le monde doit faire la même chose. Est-ce qu'au foot, il y a ce concept un peu de rookie comme en NBA? C'est où ta première année, tu portes les sacs des gens, tu ramènes les donuts. Vous avez ça au foot un Pas peu à ou ce pas point-là trop? dans le foot, mais c'est vrai que ça change parce qu'à l'époque, nous, avant mon époque, je sais que des fois, il y avait quand tu étais plus jeune, tu devais aller nettoyer les chaussures des plus grands. Mais nous, quand on arrivait, il y avait plus ça. Il y avait plus ça, mais par exemple, porter les ballons, ranger la cage, le matériel, ces choses-là, oui. Mais avant, je pense que c'était bien pire. Nous, on est Mhm. arrivé dans une bonne période où ils ont arrêté toutes ces choses-là, mais je trouve que c'est normal aussi de passer par là, avec des limites, bien évidemment. Mais quand tu es jeune, pour te dire, écoute, tu es jeune, t'as encore rien vu, donc va prendre le sac de ballon, va ramener la cage, je trouve ça normal. Et comment t'expliques que le centre de formation de Lyon, enfin c'est toujours un des meilleurs du monde? Je pense que le travail déjà de repérage, Mhm. est bien fait. Mais ensuite, je trouve aussi que les formateurs à Lyon, en tout cas quand moi j'y étais, étaient top. Et que c'était vraiment un objectif de faire progresser les joueurs. Euh, et ils avaient des valeurs qui nous inculquaient. Certes, on faisait du foot, mais il fallait être aussi un homme, un jeune homme,
avec certaines valeurs, et pour moi, ça va ensemble. Et eux, bah, ils étaient top là-dessus. On pouvait travailler des heures et des heures la technique, et c'est pour ça que, par exemple, les équipes de jeunes en France, quand tu jouais Lyon, tu savais très bien que techniquement, c'était très fort, mais après, physiquement, non, on n'était pas encore développé comme certaines autres équipes, mais techniquement, on était bon parce qu'on travaillait énormément. Et même sur l'intelligence de jeu, sur le positionnement, les formateurs, on a eu les meilleurs. Et quand tu peux demander à tous les joueurs qui sont passés par là, et Alexandre Lacazette, même Karim Benzema, il va te parler de certains formateurs qu'on a tous eus. Et on sait que bah, on a réussi à passer des étapes de notre carrière grâce à eux. Parce que c'est parti de là, ils nous ont donné une base tellement solide que on pouvait aller n'importe où. Et donc c'est grâce à ces formateurs-là. Et maintenant, bah, il y en a qui sont plus au club. Et c'est vrai que moi, ça me fait pas de ouais, un peu de peine quand même parce que euh, ils ont contribué à la réussite vraiment du club et de certains joueurs qui sont passés par là. C'est quoi ta relation avec Lyon aujourd'hui? Avec le club, ouais, j'ai une bonne Le club et relation, la ouais. ville aussi. Ouais, avec la ville, je viens de Lyon, ma famille est là aussi. Après, c'est vrai que moi, je suis parti à partir de mes 21, 22 ans. Euh, mais Lyon, ça restera toujours Lyon. Même si je n'y vis plus, je sais que quand j'y retourne, je suis le plus heureux. J'ai énormément de souvenirs, j'ai un passé incroyable là-bas, j'ai mes habitudes aussi. Donc Lyon, ça restera ma ville et pour moi, c'est la plus belle ville en France, On est d'accord. tout simplement. Et que quand les gens ils disent ah Lyon, non, Lyon, c'est super beau, vraiment. Après, peut-être parce que je viens de Lyon que je dis ça, mais vraiment pour moi, c'est l'une des plus belles villes en France qui existent. C'est vrai. Donc voilà, après le club aussi, je m'entends bien avec tout le monde. Je sais que quand j'ai envie d'aller voir un match, je suis super bien reçu. Donc ouais, que des bonnes choses à Lyon. Et en plus de Mhm. ça, on mange super bien. Vraiment, à Lyon, on mange trop bien. Et c'est pour ça que moi, quand je suis parti à Barcelone, Mhm. j'étais pas dépaysé vraiment. Ah, ah. Non, pas tant que ça. Mais je sais que quand je voulais aller au restaurant, c'était pas pareil. Les restaurants à Lyon, ah, tu sais, ton palais, ah, il est bien servi. Ah, vraiment, vraiment, ouais, Lyon, c'est top pour ça. C'est top pour ça, mais après, c'est vrai que quand tu pars, tu t'habitues à la ville dans laquelle tu es. Donc voilà, mais Lyon, ça restera toujours là dans mon cœur. Ouais. Ta première sélection en équipe de France, c'était pendant l'Euro 2016. C'est ça. Tu peux me ramener à ton premier contact avec l'équipe senior? J'ai été présélectionné c'était l'Euro. Mhm. Je faisais partie des réservistes. Donc, c'était une liste élargie. Et les réservistes, c'est au cas où un joueur se blesse. Donc, ils peuvent rappeler un joueur qui fait partie des réservistes. Et je crois qu'on était 7. À ce moment-là, le sélectionneur me découvre aussi, même il a vu quelques-uns de mes matchs, mais il me connaissait pas tant que ça. Et en tant que personne aussi, il me découvre. Et il y a des blessés. Il y a des joueurs qui se blessent. Donc, il y en a un premier qui est Raphaël Varane, qui se blesse. Donc au final, il décide de rappeler Adil Rami, qui Ok. faisait pas partie des réservistes. Mhm. Et donc moi, je me dis, waouh, normalement, c'est moi, parce que je suis le seul défenseur central. Donc il doit faire appel à moi. Donc on parle avec le coach, il me convoque, il me dit, écoute, ma décision, c'est celle-là, je vais prendre Adil Rami. Parce que je crois qu'il y avait déjà un gaucher, donc Eliakim Mangala, Mhm. donc il voulait pas prendre deux gauchers. Donc il m'a dit, et il y avait Jérémy Mathieu, pardon, donc il y avait deux gauchers, donc il me disait si j'en prenais un troisième, voilà, donc c'était sa décision. Je dis ok, il n'y a pas de souci, dans tous les cas, je peux rien faire d'autre. Et ensuite, quelques jours après, il y a Jérémy Mathieu qui était incertain et le coach décide de pas le garder. Et là, il fait appel à moi. Il me dit, écoute, bah, vu que tu as bien réagi à l'appel d'Adil Rami, qui faisait pas partie des réservistes, tu as continué à bien t'entraîner, bah, je vais te prendre par rapport à ce que tu as fait sur le terrain et par rapport aussi à ce que tu m'as montré humainement, bah, tu mérites d'être parmi nous, parmi nous. Donc il me dit ça, et moi je le regarde comme ça, et moi je suis pas très expressif. Et il me dit, t'es pas content?
Et si je dis si, je suis content, mais il me connaissait pas encore à cette période-là. Et je dis si, mais là, dans ma tête, c'était le 14 juillet, pam, pam, ça sautait de partout. Et j'étais super content, j'étais super content. Donc voilà, ça a commencé comme ça, mon aventure avec l'équipe de France. Suite à l'Euro, t'es parti au Barça. Est-ce que c'est ton Euro réussi qui a permis ça ou alors Non, c'était déjà prévu avant? non, c'était déjà Ouais, c'était prévu avant, mais on n'avait encore rien signé. On était en discussion parce qu'il fallait que les deux clubs se mettent d'accord aussi. Et moi, je savais qu'ils me suivaient depuis maintenant, je crois, 6 mois. Ok. Euh, et en plus, pour eux, c'était encore mieux que je fasse l'Euro. Euh, d'avoir un joueur, de signer un joueur qui vient d'une compétition comme celle-là, Ça c'est justifie. ouais. Donc c'était justifié parce qu'au final, je pense qu'à Barcelone, les gens ne me connaissaient pas vraiment. Mais comme j'ai fait l'Euro, bah, on va dire que petit à petit, les gens ont compris que bah, je pouvais être un joueur fiable. Euh, et donc, l'Euro aussi que je fais, ça a permis pour moi d'arriver là-bas avec un statut plus ou moins ouais, différent. Ok. Mais on va dire que avec Barcelone, c'était quasiment fait. Et que le fait de faire l'Euro, tout ça, bah, ça a un peu accéléré les choses. Et du coup, t'as signé officiellement après l'Euro. Ouais, juste après l'Euro, Ouais. j'ai signé à Barcelone. Et t'avais un peu ça en tête pendant l'Euro ou... Non, non, même pas, parce que je devais vivre ce moment, Ouais. l'Euro. Pour moi, c'était mes premières sélections. Et je sais que dès que je rentrais dans ma chambre, j'avais des appels, président, agent, oui, avec Barcelone. Il fallait que je gère ça. Mais au Mhm. final, pour moi, vu que c'était que des belles choses, Ouais. bah ça, j'étais super heureux, j'étais super content. Je me dis, mais là, là, c'est un film, là, c'est incroyable. Je fais première sélection, Barcelone, qui était mon club vraiment, vraiment, vraiment de mes rêves depuis que je suis petit. Je me dis, mais là, je suis en train de vivre un truc de fou, vraiment. Et donc, c'était top, mais j'étais concentré sur la compétition. Et je savais qu'après la compétition, bah, il pouvait se passer quelque chose d'incroyable, Mhm. une signature au FC Barcelone. Signature de 5 ans à Barcelone. C'est... Ça te fait quoi du coup quand tu signes? Bah, je suis heureux. Je me dis, bah, un objectif d'atteint, vraiment, parce que c'était un objectif pour moi de signer là-bas. Un jour dans ma carrière, j'ai dit, fallait que je signe à Barcelone. Mhm. Par rapport à mes qualités, euh, bah, pour moi, ça allait parfaitement avec cette équipe-là. Euh, hmm, mais je savais que là, je rentrais encore dans un autre monde. Ouais. Un autre monde, c'est des très, 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 très grands clubs. Et il y en a peu pour moi. Mais là, je rentrais vraiment dans le top. Et il fallait que je partais là-bas pour apprendre avec les plus grands et pour petit à petit me faire ma place. Mais de base, c'était Sam, tu as le temps, tu signes 5 ans, tu vas apprendre avec aussi un entraîneur exceptionnel qui était Luis Enrique. Tu vas apprendre et petit à Mhm. petit, tu vas te faire ta place. J'aimerais bien parler ouais, de la différence que Barcelone a été pour toi dans le foot, mais à l'époque, Jean-Michel Aulas, il te laisse partir pour 25 millions. Mhm. Comment ça s'est passé quand c'est toi qui lui as annoncé que tu souhaitais partir ou il l'a appris à ton agent, Non, c'est etc. que les clubs sont rentrés en Ok. contact. Le Barcelone est rentré en contact avec Lyon et ils avaient des bons rapports parce que tu as des joueurs de Lyon qui étaient déjà Mhm. partis à Barcelone et j'avais d'autres équipes aussi qui étaient derrière moi. Mais c'est vrai que quand j'ai parlé avec le président Jean-Michel Aulas, il m'a dit, écoute Sam, bon, on reçoit plusieurs offres. Euh, Celle de Barcelone, c'est pas la plus élevée. Mais, comme tu as toujours dit, et tout le monde savait que Barcelone, ce que ça représentait pour moi, il m'a dit, tu t'es toujours bien comporté en tant que personne. Sur le terrain, tu as toujours tout donné, tout fait, tu t'entends bien avec tout le monde. Donc il m'a dit, bah, on se doit aussi de t'accompagner là où tu veux aller. Mhm. Euh, donc c'est pour ça que vraiment ce qu'il a fait, je sais pas si s'en est rendu compte ou pas, mais vraiment c'est un geste incroyable à mes yeux. Il aurait pas pu faire mieux quoi. C'était prendre cette décision alors qu'on parlait d'argent. D'autres clubs qui mettaient Mhm. plus, et il aurait pu se dire bah non moi je pense à l'argent. Tu sais quoi, désolé Sam, mais ça va être celui qui met le plus sur la table. Mais au final, il a parlé, on va dire, avec le cœur et comme un père de famille, la relation qu'on pouvait avoir. Donc, il m'a dit, écoute, on va accepter l'offre
de C'est Barcelone. fort. Ouais, c'est fort, vraiment, c'est fort. T'as quelle relation avec lui aujourd'hui? Ah, très bonne relation avec lui. En plus, on se voit régulièrement lors des matchs, que ce soit de l'équipe de France ou d'autres événements. Mais c'est vrai que bah, on s'entend très bien. On Mhm. s'entend très bien et je sais que je vais être amené encore à le croiser. Il a toujours des mots agréables à mon égard. Dès qu'il parle de moi ou dès qu'on est ensemble, bah, j'ai l'impression que je me retrouve quand je venais de signer mon premier contrat pro et qu'il était là. Et maintenant, 15 ans plus tard, bah, euh, on est toujours là à parler de ces moments-là. Mais c'est une personne qui a compté énormément pour moi. Euh, D'une part, pour mon premier contrat professionnel. Et deuxièmement, bah, il m'a permis d'aller dans le club ouais, que je rêvais, le FC Barcelone. Donc ça restera toujours une personne importante à mes yeux. Et ça t'a affecté ce qui lui est arrivé avec Lyon un peu? Ah bah oui. Pour moi, ce qu'il a fait à Lyon, hmm, si Lyon en est là à l'heure actuelle, vraiment première division avec son nouveau stade, de jouer la Ligue des Champions, c'est grâce à lui. Et je pense qu'il a été visionnaire. Il a vu certaines choses que d'autres Mhm. n'avaient pas vues à une certaine période. Et, euh, et la manière dont il est sorti de ce club-là, c'est vrai que moi, ça m'a vachement peiné. Mais bon, c'est des choses qui se passent, hein. C'est le milieu qui veut ça. Et le plus important, c'est que maintenant, ils se sentent bien. Même au stade, quand je suis allé voir Lyon, il était là, j'étais à côté de lui. Donc, c'est le plus important. Aussi, la santé, et vraiment, quand j'en parle avec lui, il y a des choses bien plus importantes que tout ça. Et on essaie de relativiser le Mhm. plus possible. Alors, du coup, grâce à lui, t'arrives à Barcelone dans un des meilleurs vestiaires d'Europe. Comment tu t'es senti en arrivant dans cette ambiance? Quand j'arrive, ils avaient gagné le triplé, championnat, coupe, Ligue des Champions. Et j'arrive dans un vestiaire bah, avec beaucoup d'humilité, mais eux aussi ils en avaient. Mhm. Et c'est là, je me suis dit, waouh, ils ont tout gagné, mais regarde comment ils se comportent. Des gens qui viennent me parler, ils me parlent de tout et de rien. Je me sentais vraiment comme si j'étais chez moi depuis des années. Mhm. Et Incroyable. ouais, des joueurs comme Iniesta, Busquets qui viennent te parler, même Neymar, même Léo Messi. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, à certains moments, quand on est à l'extérieur, on se dit, bah, c'est compliqué. Mais non, c'est pas la réalité. Et c'est vrai que ça s'est super bien passé. J'ai appris la langue rapidement aussi. Mhm. Euh, mais c'est vrai, comme je disais, pour moi, le plus compliqué, c'était pas forcément le terrain. C'était plus être à côté d'eux et de me dire, bon, qu'est-ce que je vais leur raconter, des choses comme ça, vu que j'étais assez introverti. Mais au final, ils m'ont mis dans les meilleures conditions possibles Mhm. et je me suis senti à l'aise dès le début, hein. Tu penses que c'est ça qui fait la force du club? C'est ça, oui, je pense que on va dire les anciens arrivent à intégrer les nouveaux. C'est super important dans tous les clubs. Et là-bas, bah, ces gens-là, vraiment, j'ai eu la chance de tomber sur des joueurs. André Iniesta, pour moi, humainement, c'est top. Et le joueur aussi, incroyable, mais humainement, tu te rends compte que ouais, tu t'as beau avoir tout gagné, tout, mais ça sert à rien de te prendre pour un autre. Mhm. Vraiment. Et des fois, par exemple, en France, dès que tu gagnes, tu signes tes premiers contrats, tu commences à te prendre pour un peu un autre, acheter telle voiture, tu penses que tu es déjà arrivé. Mais là-bas, pas du tout. Les gens simples, 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 ils venaient, pardon, au centre d'entraînement avec des tenues de leurs sponsors Adidas, Puma, alors qu'en France, des fois, tu vois des défilés, des choses comme ça, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, Mhm. moi ça, j'ai envie de prendre ça de ces joueurs-là. Pour moi, ça te permet de rester un peu les pieds sur terre, ouais. Tu penses qu'il aurait mérité un ballon d'or, Iniesta? Ah, tous les jours. Tous les jours, mais après le Ballon d'Or, chaque année, tu peux pas le donner à deux ou trois personnes. Mais par rapport à ses qualités foot, ce qu'il est capable de faire, vraiment, quand on parle foot, pour moi, c'est pas juste dribbler. Non, c'est vraiment au niveau intellectuel, mais niveau foot, sur l'intelligence de jeu, Iniesta, c'est le top sur son positionnement et même sur son contrôle. Et pour moi, le contrôle de balle dans le foot, c'est la base. C'est la base. Et lui, il a ça. Et il Mhm. arrive à se sortir de certaines situations juste en ayant vu avant, en ayant fait un bon contrôle.
fini. Et c'est pour ça que niveau foot, j'ai tellement appris là-bas et que j'étais vraiment dans mon élément, quoi. C'était Mhm. ce que je voulais. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, waouh, je suis vraiment à ma place ici. C'était vraiment top, ouais. Et c'est quoi ce qui t'a le plus marqué dans la culture du club, la différence avec Lyon? La culture, bah, au final, c'est que le joueur s'occupe que du terrain. Vraiment s'occuper que du terrain. Le reste, t'avais, t'avais des personnes qui s'occupaient de tout le reste. Mhm. Et donc, au final, tu dois te focus que terrain et c'est beaucoup plus facile de le faire en étant là-bas et en te disant, bon, là, non, ah non, ah, bon, je vais lui demander, il va s'en occuper. Et c'était ça. Et c'est beaucoup plus facile. Mais après, là-bas, c'est autre chose. Même le cadre de vie, vraiment, pour moi, c'est le meilleur cadre de vie pour jouer au football. Et quand tu dis que t'avais pensé qu'au terrain, c'est à quel point Non, à ils quel étaient point? Non, accompagnés? de tout. Franchement, j'avais l'impression que même quand tu viens d'arriver, tout ce qui est pour le logement, pour le moindre, vraiment le moindre petit, ouais, la moindre petite chose, il y a quelqu'un qui peut s'en occuper. Mhm. Après, c'est bien et pas bien. Après, à certains moments, c'est vrai que le joueur de foot, on le fait passer un peu pour une personne assistée, mais c'est pas, pour moi, c'est pas dérangeant parce qu'au final, il y a certaines choses que tu peux déléguer. Et comme je disais, le plus important, c'est vraiment ce côté-là, foot et rien d'autre. Mhm. Mais il y avait aussi autre chose où j'étais étonné, c'est que sur la préparation des matchs, en France, bah, tu as la mise au vert, tu pars à l'hôtel. Là-bas, ça n'existe pas, ou en tout cas, ça n'existait pas. C'est arrivé 2 heures avant le match au stade. Ok. Donc, au final, t'es... Ouais, on te responsabilise un peu. C'est que tu Mhm. es chez toi, tu sais que tu dois pas faire n'importe quoi, tu dois arriver au stade bien, à l'heure, pour jouer un match de foot. Et c'est ça aussi, là-bas, je me suis dit, waouh, tu dois être responsable. Et tu Ok. es professionnel. Donc, moi, ça m'allait très bien. 2 heures avant un match de foot, t'arrivais. Donc, la journée, tu étais avec ta famille, tes amis à la maison. Après, tu leur dis, allez, on se voit plus tard au stade. Et c'était ça. Et c'est Mhm. vrai que ça étonne beaucoup quand t'as pas connu ça et que quand tu viens un peu de cette culture française où tu es souvent à l'hôtel, la veille du match aussi, tu es à l'hôtel, ça change. Ok, ok. Ah, c'est vrai, je savais pas qu'il y avait cette différence. Ouais. Toi, c'est quoi ta routine avant un match, justement? Ça a dû changer au Barça, j'imagine, du coup, mais... Oui, après, j'ai pas forcément de routine, hein. Moi, j'aime beaucoup dormir. Donc, je dormais énormément. Après, je mange. Pas grand-chose, hein. Honnêtement, j'aime beaucoup regarder les matchs de foot. Donc, j'étais toujours là à, à manger, manger, Mhm. manger du foot tout le temps, toute la journée. Mais j'ai pas forcément une routine bien Et particulière. t'as déjà vu un coéquipier qui avait une routine un peu zinzin? Ah, après, il y en a, oui, qui ont cette routine-là de toujours limite manger la même chose, toujours ils vont faire exactement les mêmes choses aux mêmes horaires. Ouais. Oui, j'en Mhm. ai connu, mais moi, je sais que je suis pas comme ça. Moi, c'est vraiment au feeling, comment je ressens Mhm. euh, les choses. Ouais. Et on a parlé d'Iniesta tout à l'heure, mais t'as joué avec Lionel Messi. Ouais. Est-ce que c'est vraiment le meilleur joueur que t'as vu et affronté de ta vie? Oui, c'est le meilleur. Ouais, le meilleur joueur, oui. Pour moi, il y en a qu'un. C'est Léo. Ouais, c'est à tous les niveaux. Sur le terrain, ce qu'il est capable de faire, je pense que peu ou personne ne peut le faire. Il est capable à lui tout seul bah, de gagner un match. Et ça, il y en a très peu qui arrivent à le faire. Zéro pression. Et après, j'ai vu aussi beaucoup de rigueur Mhm. en lui, une discipline. Et il sait aussi que, par exemple, s'il marquait pas, on pouvait gagner 4-0. Il marquait pas, il n'était pas content. Ah, et oui, il est content pour l'équipe et tout ça, mais au final, il a ça en lui où il a, écoute, non, 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 je veux finir avec autant de buts par année, mais il le disait pas, mais je pense que dans sa tête, c'était clair. Et pour lui, il fallait marquer tout le temps. Mhm. Et pour moi, ça, c'est la marque des grands. Ah oui, on a gagné 4-0, ouais, mais j'ai pas... Non, c'est pas suffisant. Alors que pour nous, bah, bien sûr, c'était suffisant. Tu avais fait 2 passes D, ça allait, non, non. Mhm. Et je pense que euh, ouais, pour moi, c'est vraiment la marque des grands. Et tu sais que quand ils rentrent sur le terrain, tu voyais que les équipes adverses bah, jouaient différemment. Il a quelque chose
Il est le seul à avoir. Vraiment, hein, vraiment. Alors, il y a des joueurs comme Neymar aussi, c'est incroyable techniquement ce qu'il est capable de faire. C'est comme s'il jouait dans un City, tu vois. Mais Léo, c'est autre chose. C'est à Mhm. part, vraiment. Est-ce que tu as un moment en tête où il a fait une action ou quelque chose et t'as fait wow? Ah ouais, j'en ai énormément, mais même déjà aux entraînements, ce qu'il était capable de faire, c'est fou. On fait des fois, la veille de match, c'est des espèces de coups francs, sans mur, mais juste avant la surface. Et c'était des binômes. Mhm. Et, euh, et je sais que lui, il gagnait tout le temps. Il gagnait tout le temps. Et des fois, tu as beau lui dire, tu vas la mettre où? Je vais la mettre là, là. Et il la met exactement là. Et là, c'est très dur. Franchement, t'as beau connaître ton pied à certains moments. Mais lui, il était... Non, non, vraiment, il était capable de tirer fort, de tirer tout doucement, mais bien placé. Et je pense qu'il y a des joueurs qui doivent vraiment... J'aimerais que tout le monde s'inspire un peu de ce joueur-là. Devant le but, c'était un tueur. Mhm. Alors qu'il était capable, il jouait sur un côté, mais il savait la bonne position qu'il devait avoir pour recevoir le ballon. Il avait une intelligence de jeu. Les gens qui disaient qu'il courait pas beaucoup, il courait pas comme un milieu, ok. Mais je pense qu'il courait comme il devait. Il savait exactement à quel moment il devait accélérer, à quel Mhm. moment il devait se poser, être un peu plus calme. Mais il avait la vision. Si tu regardes les matchs, il est toujours en train, à gauche, à droite, de regarder le positionnement de ses adversaires et de ses coéquipiers. Et ça, il n'y a pas grand monde qui arrive à le faire. Et lui, il avait déjà un temps d'avance à chaque fois. Mhm. Et comment on défend sur Lionel Messi? Waouh, ah, je pense pas que j'ai la recette vraiment pour défendre sur Léo, mais c'est vrai que c'est des joueurs imprévisibles. Tu sais pas ce qu'il est capable de faire, capable de tirer rapidement, il est capable d'enchaîner sur un petit dribble. euh, donc c'est compliqué. En plus, c'est un joueur qui est bas, tu vois, Ouais. et c'est dur, vraiment c'est dur, mais on essayait de faire comme on pouvait. On essayait, et c'est pour ça que moi j'étais heureux parce que au final, à l'entraînement, bah, j'étais contre lui. Donc moi, ça m'a permis de travailler Mhm. tout le temps. C'est clair. Et à certains moments, bah, j'anticipais certaines choses et je me rendais compte que, ah non, là, j'aurais pas dû. Et regarde ce qu'il t'a fait. Donc au final, tu commences à te dire, ah ouais, il peut faire ci, il peut faire ça. Donc toi, reste sur tes appuis. À ce moment-là, bah, tu peux anticiper. À ce moment-là, non, attends, essaye lui de l'emmener sur un côté. Mhm. Donc ça m'a permis de travailler défensivement, mais vraiment avec les meilleurs. C'est lui le joueur le plus difficile sur lequel tu as eu à défendre? Je pense oui, oui, il fait partie des joueurs les plus difficiles, mais Neymar aussi, Neymar, c'est dur. Neymar, c'est dur parce qu'il est capable d'accélérer, de ralentir, de repartir sur une accélération pendant que toi, tu es en train de ralentir. Il va le rattraper après. Et techniquement, comme je disais, il est capable, avec un ballon, il sait tout faire. Il sait tout faire. Donc, c'est Mhm. très dur c'est très dur de cadrer ce genre de joueurs-là, des joueurs comme bah, Ousmane Dembélé aussi, euh, qui sont bons des deux pieds. Donc tu peux pas anticiper ou les emmener sur un pied parce que tu sais que même Ouais. l'autre, ils sont capables de te faire mal. Mais au final, c'est ça qui te permet de travailler. Tu dois savoir exactement euh, comment le cadrer. La distance, c'est super important. C'est ce qu'on apprend en tout cas en tant que défenseur pour cadrer un joueur. Il y a une distance à respecter et encore plus avec ce genre de joueurs qui sont capables euh, d'utiliser un pied ou un autre. Et donc voilà, mais j'ai énormément appris avec tous ces joueurs de talent là. T'as aussi été proche de Piqué. Ouais. C'est quoi le truc qui t'a appris? Bah Piqué, Gérard, vraiment, j'en rigole parce que c'est pour moi l'un des meilleurs défenseurs. Ouais, vraiment un des meilleurs, hein, euh, avec qui j'ai pu jouer. Mhm. Mais je sais que c'était pas le plus grand bosseur. Parce que athlétiquement, il était déjà prêt. Mhm. Tu savais que quand tu jouais avec lui, et même en rigolant, des fois, il me disait, hey, tu vas prendre. Quand ça part dans le dos, là, Sam, c'est pour toi, hein. Et il savait, tu vois. Et il est comme ça. Mais il est capable d'anticiper. Il a une lecture du jeu incroyable. Techniquement, il est grand. Mais avec le ballon, il sait faire. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'était ma première année. Bah, on gagnait 3-4-0. Et lui, toujours, ce qu'il faisait, il prenait le ballon, 1-2, il montait, il voulait monter et marquer son but.
Et moi, je me suis dit, mais ça, tu fais ça en U14, ça. Mais en pro, tu fais pas ça. Et il faisait ça. Il voulait toujours aller marquer son but. Et c'était tellement marrant. Et je me suis dit, waouh. Mais c'est Gérard. Gérard, c'est vraiment, j'ai évolué avec lui, tant que joueur, vraiment. Mhm. Parce que même sur le placement, la lecture du jeu, c'était vraiment un exemple. Et après, humainement aussi. Humainement, c'est quelqu'un, il est capable de parler avec une personne qui a 35, 40 et comme des jeunes, il s'adaptait à tout le monde. Et il est tellement marrant. Gérard, c'est waouh. Et vraiment, euh, c'était vraiment comment je pourrais dire ça? Euh, ouais, révélation ou je sais pas, quelque chose que je m'attendais pas. Franchement, je Mhm. m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça. Mais c'est une personne incroyable, vraiment. Et en tant que joueur aussi, même si je pense, il va peut-être rigoler s'il écoute ça, mais il a besoin d'être ouais, un bon binôme, je pense, à ses côtés. C'est pour ça aussi en équipe d'Espagne ou même à Barcelone, hein, avec Puyol, ça marchait. En Espagne avec Sergio Ramos, Mhm. mais il a besoin d'avoir une bonne personne à côté de lui. Euh, pas pour performer, parce il est très bon, mais pour bien s'entendre, il a besoin de ça Ouais, ok. à ses côtés. Ouais. Ok, ok. Et si je te dis 8 mars 2017, tu sais de quoi je parle? 8 mars 2017, pourtant j'ai une bonne mémoire, mais 8 mars 2016, 2017, février. Ah oui, Remontada, Tu l'as vécu comment ça? un des meilleurs moments de ma carrière. Ouais, un des meilleurs moments. Parce on sortait d'un 4-0 pris à l'aller à Paris. Et je me suis dit, waouh, ça va être galère. 4-0. En plus, moi, je reviens en France, je joue Paris, 4-0. Mais au final, on a bien préparé le match. Et on l'a très bien préparé de A à Z. Et grâce au coach, vraiment, qui a été exceptionnel et qui nous a vraiment fait passer des messages qu'on avait besoin d'entendre. Mhm. Et on a travaillé juste après le match de Paris d'une certaine manière pour pouvoir les mettre en difficulté. Et ça a marché. Ça a marché, c'est un match qui restera à jamais dans l'histoire du foot et dans l'histoire des Catalans, c'est aussi, tu vois, et même, je pense, des Parisiens. Je pense que ça a été la crise après ça, Mhm. mais c'était un moment vraiment pour moi exceptionnel. T'avais espoir? Enfin, tu pensais que c'était possible? Bah oui, j'avais espoir. Il faut toujours en avoir, mais encore plus quand t'es dans un vestiaire comme Mhm. celui-là Ouais. du FC Barcelone, où les gens sont sereins. Vraiment une sérénité. Tu pensais qu'on avait gagné, nous, 4-0 à l'aller. Vraiment. Et c'est ça, moi, qui m'a choqué en bien, c'est qu'il y avait une sérénité. Mhm. Et qu'on savait ce qu'il fallait qu'on fasse pour gagner ce match et pour se qualifier. Et je pense que sur le terrain, ça s'est vu, même si les gens parlent des problèmes d'arbitrage qu'il y a eu, mais je pense on a mis en difficulté cette équipe de Paris qui n'a pas su gérer, je pense, ce match-là et la pression. 2017, c'est aussi l'année où Ousmane Dembélé il arrive au Barça. Qu'est-ce que les gens ils ont toujours mal compris à propos d'Ousmane? Bah, Ousmane, quand il arrive, il est très jeune. Et Ousmane, c'est quelqu'un il se rend pas forcément compte de certaines choses. Il est dans sa bulle, il joue au foot comme il joue au foot quand il avait 12 ans. Même s'il arrive à Barcelone, il sait que c'est Barcelone, mais il joue au foot comme ça. Il se rend pas compte des choses. Quand tu arrives à Mhm. Barcelone, tu es à Barcelone, c'est quelque chose. Mais c'est Ousmane, et ça fait de lui la personne qu'il est, le joueur qu'il est. Et, euh, et je me souviens quand il venait d'arriver, euh, il avait, même pendant les matchs, pas mal de pertes de balles, parce que Ousmane, il joue sans réfléchir. Il joue sans réfléchir. Et à certains moments, quand même, sur certaines actions, situations, tu dois réfléchir. Ah non, je ne peux pas jouer en première intention parce que là, il y a tel joueur qui va anticiper. Ousmane, il jouait comme ça, sans réfléchir. Je ne vais pas dire qu'il est bête, loin de là, c'est pas ça, que ça soit clair. Mais il jouait comme ça et il fallait comprendre que Ousmane, il avait besoin de temps. Mhm. Il avait besoin de temps et c'était encore un gamin, entre guillemets, à tous les niveaux. Niveau foot, même s'il avait des qualités incroyables, mais dans la tête aussi. Donc il fallait lui laisser du temps. Et c'est vrai que quand tu arrives à Barcelone, avec le prix auquel il arrivait, peut-être que les gens attendent de toi que tu sois bon et parfait dès le début.
Mais non. Moi, en tout cas, je savais que ça allait prendre peut-être un peu de temps, mais il fallait lui en laisser et qu'il allait comprendre, il allait prendre en maturité aussi. Et ça a été le cas, hein, c'est ce qui s'est Mhm. passé. Mais tout le monde connaissait ses qualités de dribble, de percussion. Il a les deux pieds, il peut tout te faire. Tout te faire. Et c'est vrai il il s'est adapté petit à petit à cette vie-là, à ce monde-là. Mais, euh, mais ouais, je pense que là, la seule chose, c'était juste de lui laisser du temps. Laisser du temps et que tout le monde fait des erreurs aussi. Quand tu es jeune, tu sais pas, même l'alimentation, tu sais pas exactement ce que tu dois faire. Les horaires, c'était quelque Ouais. chose. Il fallait qu'il respecte. Et que quand tu es professionnel, il faut que tu respectes. Mais ça a mis un peu de temps, mais au final, quand on voit où est-ce qu'il est arrivé à l'heure actuelle, bah, on en est, en tout cas, moi, je suis content et fier pour lui, hein. Et t'es pas surpris. Non, pas surpris du tout. Par rapport à ses qualités, non. Mais je savais que quand il allait prendre conscience qu'il était capable de marquer des buts, mais vraiment beaucoup Mhm. de buts, ça allait tout changer. Parce qu'il est capable de faire des passes décisives et il faisait que ça. Et quand moi je parlais avec lui, je disais, mais Ousmane, là, il faut que tu marques. Ah non, 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 moi, c'est que les passes D. Je dis, mais Ousmane, mais avec toi, la qualité de pied que tu as, tu devrais voir au-dessus, tu vois. Et je savais que quand il allait comprendre ça, et je pense que Mhm. Luis Enrique lui a fait comprendre ça, et en lui changeant sa position, il jouait neuf, il avait beaucoup plus d'occasions d'être en face à face avec le gardien. Il a compris ça. Il a été décisif. Et pour moi, c'est ça, Ousmane. Mhm. Ce qui lui manquait, c'est d'être décisif à tous les matchs et faire gagner son équipe. Et c'est ce qu'il a fait avec le Paris Saint-Germain. C'est ça. La suite, c'était la Coupe du Monde en 2018. Mhm. Comment tu l'as abordé? Parce que je sais que ton genou, il était déjà fragile à ce moment-là ou pas? Ouais, 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 juste avant. Juste avant, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à avoir quelques gènes Mhm. au genou. Mais vu que je savais pas trop ce que c'était, et avec les médecins, bah, on s'était dit que ça allait passer, que je pouvais faire la compétition sans problème. Mhm. Est-ce que c'est eux qui t'ont convaincu de le faire ou toi qui les a un peu poussés? Non, non, pour eux, c'est même pas me convaincre, hein. Pour eux, je pouvais y aller sans Ok. souci, hein. Sans souci. Mais moi, j'avais des doutes. Mhm. Ouais, j'avais des doutes sur ça, sur le fait de pouvoir aller à cette compétition, parce que j'ai rarement eu des blessures comme ça qui me gênaient. Et, euh, et je me disais, waouh, mais je pense que je vais pas pouvoir la jouer, cette compétition. Mhm. Je vais pas pouvoir la jouer. Et c'est vrai que, pour être honnête, j'avais, à un certain moment, je ne voulais, en tout cas, je voulais appeler le sélectionneur pour lui dire, écoute, non. Et pourquoi tu l'as pas fait? Bah, pourquoi je l'ai pas fait? Parce que au final, j'ai des discussions avec des proches, vraiment avec, euh, avec deux de mes proches, j'ai des discussions. Mhm. Euh, et c'est vrai que j'en arrive à parler de ça en leur disant, écoutez, je pense que ça va pas le faire. Et c'est vrai que même ça, j'étais un peu touché, même en larmes et tout. Et je me dis, bon, je vais pas la faire parce que je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Et je me vois pas jouer une compétition comme ça. Et c'est vrai qu'ils m'ont dit, non, mais Sam, écoute, assieds-toi, on va parler. Je pense que une compétition comme ça, c'est pas tous les jours que tu vas en faire. Donc, si vraiment tu te sens pas capable, n'y va pas. Mais vraiment, si tu penses que tu peux quand même y aller, euh, et après, avec les soins, peut-être que ça ira mieux, vas-y. Parce que ça peut être un moment Mhm. incroyable que tu vas vivre. Et au final, ils avaient pas tort. Parce que au final, c'est la seule compétition, on va dire, seule Coupe du Monde que j'aurais joué et gagné. Donc je me Mhm. dis, waouh, vraiment, si j'avais pas parlé avec mes deux proches, ah, je pense que j'aurais pas pu connaître, on va dire, ce bonheur-là de jouer cette compétition et surtout de la remporter. Mhm. Et ton entourage, ils t'ont vraiment aidé du début à la fin en Ah, fait. vraiment du début. Franchement, ça, il y a peu de gens ouais, les gens ne sont pas au courant de ça, et même pas le coach, hein. Mais c'est vrai que je les ai appelés pour leur dire, écoutez, je pense que demain, je vais appeler le coach pour lui dire que, parce qu'au final, moi,
j'ai jamais vraiment connu ça et j'avais pas envie Mhm. d'arriver et de les mettre dans une situation un peu compliquée. Ok. Ah, Sam, il a mal. Non, bah, tu sais quoi, je préfère ne pas y aller. Mhm. Mais Et t'as bien fait parce que je pense notamment ouais, au match contre la Belgique où tu mets le but décisif. T'as senti quoi à ce moment-là? Surtout que tu incroyable, revenais des ouais. doutes et. Ouais, beaucoup de fierté et surtout que je suis passé par des moments compliqués, ça soit ouais, niveau foot avec cette gêne-là que j'avais, même avec mes histoires que j'ai pu avoir avec ma famille. C'est vrai qu'il y a eu tout ça. À ce Mhm. moment-là, quand j'ai marqué, je me suis dit, waouh, t'es passé par tout ça et regarde là, tu mets ce but-là. Et en plus de ça, il y avait mes proches qui étaient là au stade. Donc, c'était vraiment la soirée parfaite. Mhm. La soirée parfaite, ouais. C'est un de tes meilleurs souvenirs de ta vie? Ah oui, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Parce que euh, pas ce jour-là, c'était plus la veille. Je discutais de ça avec un de mes amis. Euh, Parler de cette compétition et tout, comment ça se passait. Et le lendemain, on se rappelle, le lendemain matin, on avait l'habitude de toujours s'appeler avant les matchs. Et, euh, et il me dit, ah, comment tu le sens et tout. Je dis, ah, aujourd'hui, je sens que il va se passer quelque chose. Ah, je sens il va se passer. Et après, je lui dis, ah, vas-y, je pense que je vais marquer. Alors que je marquais pas beaucoup, moi. Mhm. Ah, je pense que je vais marquer. Et là, il y a un gros blanc dans la discussion. Et lui, il dit rien. Il me dit rien. Gros blanc et tout. Et après, je dis, t'es là? Après, vu que c'est une personne qui est un peu stressée, il commence à me dire, eh, arrête de me mettre tout ça dans la tête, sinon moi je vais attendre un but de ta part. Et donc au final, ça s'est fini à ça, mais je sentais qu'on allait passer une belle soirée. Et il y a des fois des choses comme ça que tu ressens, c'est inexplicable. Mais je savais que ça allait être notre soirée. La mienne, peut-être, mais vraiment, je savais que l'équipe, on allait vraiment faire le match qu'il fallait, Mhm. on allait remporter cette rencontre. Ouais. Est-ce que t'avais la même sensation avant la finale? Avant la finale, c'était différent. Avant la finale, j'avais la sensation qu'on allait gagner, je le Mhm. savais. Et même nous, je me souviens, on avait le petit-déj qui était obligatoire et on s'est retrouvés. J'ai même une photo, je pense, qui restera gravée et tout ça, qu'on avait prise au petit-déj. On a dit, bon, les gars, dernier petit-déj avant la victoire. Mais je pense qu'il doit y avoir Varane, Antoine, Paul, on a pris la photo et tout ça. Et on sentait que c'était pour nous. On savait que c'était pour nous. Euh, donc j'avais cette sensation-là, ouais, qu'on allait passer encore une belle soirée et qu'on allait rentrer en France avec la coupe. Mais tout au long de la Coupe du Monde, tu la sentais la douleur? Comment tu l'as gérée? Pendant les matchs, non. Pendant les matchs, non. Mais c'est vrai que c'était après les matchs où mon genou Mhm. euh, réagissait, gonflait. Donc il fallait gérer toujours ouais, ces situations-là, quoi. C'était pas forcément facile. Donc dans un premier temps, j'étais content parce qu'on gagnait après chaque match, mais après, je repartais dans ma bulle à Mhm. moi. Je me disais, waouh, je suis en train de souffrir quand même. Et c'était pas facile. Et ça, les gens ne savent pas et qu'au final, ça passe après. Parce qu'au final, la finalité, c'est qu'on ait gagné la Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'après chaque match, oh, Mhm. c'était dur. J'avais du mal à plier le genou parce qu'au final, j'avais du liquide qui se formait. Et c'était dur. C'était dur. Est-ce que tu as l'impression d'avoir sacrifié ta carrière pour la Coupe du Monde? Très bonne question, hein, parce qu'on m'en parle beaucoup. Euh, je pense quand même que ça a joué. euh, le fait ouais, de faire cette Coupe du Monde, d'avoir forcé comme ça, ça n'a pas aidé mon genou en tout cas. Euh, mais je pense que ouais, ça fait partie des choses ouais, qui ont fait que j'ai dû arrêter ma carrière un peu plus tôt que prévu et qu'après cette compétition, ça a été compliqué pour moi. Mhm. Je pense que ça fait partie de ça. Mais je pense qu'il y a d'autres choses après ça qui ont été mal gérées, et qui ont fait que j'ai pas pu me rétablir à 100%. Mais sacrifier, c'est vrai que les gens utilisent ce mot-là. Moi, j'ai un peu du mal, parce que pour moi, un sacrifice, c'est waouh, c'est quelque chose de fort.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose de fort quand même parce que après j'ai encore plus galéré et Mhm. quand je pense que j'ai dû arrêter ma carrière à 31 ans, bien ouais, 32 ans, c'est tôt. Et ouais, peut-être sacrifice, ouais, sacrifice, mais c'est vrai que j'ai forcé, j'ai forcé. Mais si tu pouvais retourner dans le temps, est-ce que tu ferais les choses différemment? De jouer la compète, oui, je le ferai. Je changerai pas à 100%. Mais après, il y a des choses ouais, que j'aurais fait ouais, différemment. Après la Coupe du Monde, tu veux dire? Après la Coupe du Monde, oui. Ok, Après la Coupe du Monde, ouais, c'est sûr. ok. Parce que ton retour au Barça, ça s'est passé comment? Comment ils ont vécu ça? Bah, le fait qu'on gagne ou le fait de ma blessure? Ouais, non, t'avais sûr. Bah, ma blessure, après, déjà, avant que de partir, il savait ce qu'il Ouais. en était. Et que après la blessure, normalement, on aurait dû se poser et discuter. Mais c'est vrai que quand un coach te fait confiance, il faut absolument que tu joues. Et à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé. Mais je leur ai dit, écoutez, moi, là, il faut que je me stoppe parce que jouer un match sur deux ou jouer que certains matchs importants, Mhm. non. J'ai besoin vraiment de me soigner, de trouver la solution pour aller mieux. Et c'est vrai qu'on a... Ouais, au bout d'un moment, ça n'allait pas forcément. On était en désaccord sur certaines choses. Euh, mais au final, c'est mon corps. C'est mon corps. J'ai senti certaines choses aussi que eux n'ont pas senti. Donc, au bout d'un moment, il fallait que je prenne Ouais, bien les sûr. choses en main. Quand est-ce que t'as senti qu'il y aurait pas de retour en arrière? Parce que tu vois, moi j'ai dû arrêter le basket à cause d'une blessure au Hmm. poignet, où pareil, il y a eu des erreurs, moi j'ai esquivé certaines Ouais, choses ouais. qui ont fait que, et quand j'ai compris, c'était vraiment dur. Bah, Donc, franchement, j'ai galéré pendant plusieurs années, mais à chaque fois dans ma tête, je savais ou je pensais que j'allais pouvoir revenir. ok. Et au niveau que j'avais. Parce que le plus dur, c'est que quand tu arrives à... Et j'avais touché, je pense, à un niveau très haut sur mes performances. Et je me suis dit, waouh, il va falloir que je retrouve ce niveau-là. Et j'étais persuadé que j'allais pouvoir le faire. Donc, tu étais capable de me dire ça, il ne faut pas manger ci, ça pendant 2 ans. Ah, j'allais le faire, j'étais prêt Mhm. à tout. Donc, j'ai fait des soins. Comme je disais, même niveau alimentation, j'ai changé mon alimentation. Euh, mais au final, euh, il y a des choses que j'ai faites, qu'on m'a dit de faire, que j'aurais peut-être pas dû, qui ont continué à abîmer mon genou. Mhm. Et, et j'aurais fait ouais, différemment. Mais je pense à tout le temps, je me suis dit que c'est possible. Mhm. Et c'est ça, vous savez, c'est ça pour moi. Moi, je suis quelqu'un, mes amis me disent que je suis assez têtu. Quand j'ai une idée en tête, j'y vais à 200% et c'est le plus important. Et même si tu as deux, trois personnes qui me disent «Ah, mais non, moi, tant que je suis sûr de moi, j'y vais». Et c'est ce qui s'est passé pour ça, c'est que j'ai vu des spécialistes et dès que un, deux ou trois m'ont dit «Non, tu n'as pas d'obligation de te faire opérer, mais tu dois suivre un protocole». J'ai dit «Ok, let's go, on y Mhm. va». Même si le club n'était pas forcément d'accord, mais j'ai fait. Et j'y suis allé, j'ai changé tellement de choses. C'était dur, hein, vraiment, c'était dur dans la tête. Euh, mais c'est pour ça qu'à Barcelone, j'ai toujours voulu revenir sur les terrains. Et c'est pour ça que je travaillais 2 fois plus. Et les gens, ça, ils ne savent pas. Et à cette période-là, c'était très compliqué parce que Ouais. tellement de choses sortaient. Et surtout sur les grands clubs comme ça, la presse ouah, a une place importante. Et vu que les gens veulent s'informer, ils s'informent où? La presse. Et vu que moi, je mettais rien du tout sur les réseaux, ils écoutaient plus la presse qu'autre chose. Et il y a des choses qui sont sorties qui n'étaient pas forcément vraies. Et à cette période-là, j'ai travaillé vraiment. Je sais même pas quel terme utiliser, mais plus que personne d'autre. Des séances, j'ai pris un prépa, j'ai pris même un coach au niveau de ma diète, au niveau de l'alimentation. Mais au final, euh, c'est moi qui payais tout. Mhm. Ah, je prenais tout ça en charge. J'ai acheté énormément de machines. Si tu venais chez moi, c'était une clinique, quoi. C'était un centre. Parce qu'au final, je me suis renseigné avec des spécialistes. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle machine? Et j'avais tout chez moi. J'avais tout pour pouvoir revenir sur les terrains. Et à Barcelone. Et c'est pour ça que j'ai un peu ce regret-là. C'est que les gens pensaient à Barcelone que bah, je restais pour l'argent, ces choses-là. Alors que c'est pas ça. C'est juste que moi, je voulais leur montrer.
que je travaillais dur pour revenir. Et je voulais qu'ils me voient sur les terrains en disant, ah waouh, Mhm. Big Sam, il est de retour. Et moi, c'était ça que je voulais. Mais au final, j'ai pas. euh, à certains moments, j'ai pu le montrer, mais après, il y avait des choses qui changeaient, le coach qui changeait, il y avait des choix. Pourquoi, même au sein du club, il fallait que je Mhm. parte parce que mon salaire qui était un peu trop élevé, alors que je revenais de blessure, donc je jouais pas. Il y avait tellement de choses. Mais moi, mon but premier, c'était vraiment de tout faire pour revenir sur les terrains. Et je voulais jouer à Barcelone. Et nulle part. Ouais, c'était le seul club où je voulais être. Et c'est pour ça que je ne parlais pas, mais je voulais juste parler sur les terrains, mais ça prenait du temps. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que c'est un petit regret quand même de ne Mhm. pas avoir pu revenir et jouer à Barcelone comme je le faisais avant. Et c'est quoi la plus grande leçon que cette période elle t'a apprise? Waouh, énormément. Il y a leçons, de la patience, de la patience. Euh, Ça m'a permis aussi de voir réellement dans quel monde j'étais. Comme je disais, pour moi, le foot, c'était vraiment que le terrain. Je vais sur un terrain de foot, je m'entraîne et je joue le week-end. Mais non, c'est pas ça. T'as la presse à gérer, même si moi, je regardais pas, mais au final, c'est mes proches. T'as l'environnement, Mhm. même les supporters, parce que ça a pris vraiment de l'ampleur pour moi, qui voulait rester un peu discret et que t'as tout ça à gérer. Euh, donc, au final, la leçon, c'est vraiment, moi, j'ai fait ce qui me semblait le mieux pour mon corps et ma tête aussi. Et ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que à certains moments, vous savez, on est dans un monde où si c'est pas toi qui vas jouer, c'est un autre. Si t'es pas bon, on te sort, on prend quelqu'un d'autre, on achète et c'est fini. Et, euh, et moi, j'avais décidé que personne n'allait décider de mon sort à part Mhm. moi-même. Et que j'allais faire le nécessaire à côté. Par contre, comme je disais, parce qu'on a beau nous taper dessus en disant ah, les joueurs de foot gagnent beaucoup trop. Ok, pas de souci, mais bon, si on met n'importe quelle personne sur une table en disant tu peux signer ce contrat-là, tu le signes, tu vas dire quoi? Ah non, c'est beaucoup trop. Quand même. Non. Donc, c'est la réalité, on gagne de l'argent. Donc, je me suis pas plaint, jamais, mais là j'en parle, je disais, c'est moi qui prenais tout ça en charge. Et c'était un coût. À l'année, c'est un coût. Mhm. D'avoir des personnes comme ça chez soi, qui travaille que pour toi, c'est un coût. Mais j'ai dit, il n'y a pas de souci. Parce qu'au final, vu que je veux revenir, mon objectif, c'est ça. Bah, si j'arrive à atteindre cet objectif-là, même s'il faut que je mette des 100 000, je vais les mettre. Je vais les mettre. Mais j'ai compris que ce milieu-là était intransigeant et, euh, et qu'il fallait des fois être un peu égoïste. Mhm. Ne pas vouloir faire plaisir à tel. Non, c'est toi. C'est toi. Et ça m'a permis vraiment d'apprendre de ce milieu-là et la patience aussi, de relativiser vachement. Parce qu'on est dans notre milieu à nous, oui, on joue des matchs, les supporters, tu prends ton salaire, mais la vie, la vraie vie, c'est quoi, réellement? Et, euh, et ça, pour moi, j'étais dans une vie c'était tout beau, tout rose, mais la vraie vie, tu as des difficultés. Et le plus important, je pense que tout le monde tombe dans une vie. Une fois, deux fois, trois fois. Mais c'était surtout, pour moi, le plus important, c'était à chaque fois me relever. Et je Mhm. suis fier de ça, vraiment. Moi, je sais que je suis tombé, franchement, 5 6 7 8 9 10 vraiment. Mais même si les gens s'en foutent, moi, je suis tellement content de moi parce que à chaque fois, je me suis relevé. Et je pense que ouais, c'est un peu cette leçon-là de même si tu tombes, même si c'est dur, même si tu penses que tu pourras pas, ah si, tu peux. Et je pense qu'il y a certaines choses qui arrivent parce qu'elles doivent arriver. Et comme ma carrière, je pense que j'ai la carrière que j'ai eue parce que je devais avoir celle-là, et c'est tout. Et ça m'a permis aussi de prendre, d'avoir cette réflexion-là, de se dire, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'au final, les saisons s'enchaînent, les matchs, t'as Mhm. pas le temps de réfléchir à tout ça. Mais quand tu es dans la blessure pendant des mois, des années, ah, crois-moi que tu as le temps de réfléchir à ces choses-là. Et c'est vrai que je pense que avoir ouais, pris ce recul-là en me disant, tu sais, Sam, la vraie vie, c'est quoi? Être en bonne santé. Donc fais tout le nécessaire pour être en bonne santé. Et, euh, et ensuite, voilà, la vie, il faut se relever. Et après demain, bah, il t'arrivera de belles choses. Et c'est le cas. Il m'est arrivé
autre chose, il y a pas que le foot, hein, il y a pas que le foot, mais il fallait que je sorte de ça. C'est-à-dire que le foot, il y a pas que ça dans ma vie. Mais ça a été dur parce que pour moi, j'ai grandi en mode, je regarde du foot, je bois du foot, je mange du foot, je me lave du foot, je fais tout avec le foot. Mais il faut se rendre compte que dans la vie, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, il y a d'autres choses. Et comme il y a une chose où j'ai décidé aussi de partir au Cameroun à une période et tout ça, parce que j'ai envie de m'impliquer pour une association ou même la mienne. Et quand je suis allé là-bas, j'ai vu c'était quoi les difficultés, les vraies difficultés. Donc moi, je me suis dit, Sam, non, toi, c'est juste... je pense que tout le monde a des difficultés, tu vois, à son échelle. Et moi, c'était rien du tout, hein. C'était rien. Donc, au Mhm. final, j'ai relativisé et grâce à ça, j'ai réussi à passer à autre chose. Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à l'Hôtel des Grands Voyageurs qui nous accueille pour le tournage de nos podcasts. C'est un vrai plaisir de tourner ça dans un cadre pareil. L'hôtel est magnifique, le restaurant qui est juste au-dessus de nous, il est délicieux, les équipes sont super sympas. Pour un séjour à Paris, pour un dîner, pour même un anniversaire dans cet espace dans lequel on est que vous pouvez louer, c'est vraiment parfait. L'Hôtel des Grands Voyageurs à Paris. Merci pour leur accueil et on continue avec le podcast. T'es parti à Lecce. Ouais. Pourquoi Lecce? Lecce, c'est simple. Euh, je vais expliquer un peu, c'est qu'à cette période-là, Barcelone me fait comprendre qu'il faut que je parte en prêt au départ définitif. Et je leur dis, Mhm. bah, j'aimerais bien partir en prêt, parce que pour moi, dans ma tête, j'ai toujours l'objectif de revenir et jouer à Barcelone. Et, euh, et mon agent qui me fait comprendre que bah, il y a des clubs qui sont intéressés. Après, ce que j'ai vécu, vraiment, qu'on me parle d'argent, qu'on me parle que oui, t'es là pour ça. En fait, j'avais besoin de me retrouver dans un environnement comme quand je venais de commencer le foot, Mhm. où on parle que de foot et rien d'autre. Et j'avais besoin de trouver un environnement sain. Donc, tous les clubs qui étaient un peu, j'avais des clubs qui étaient quand même bien, hein, qui jouent les 4 5 premières places, ça soit en Italie, ça soit en Espagne. Mais je me souviens, j'ai dit à mon agent, non, j'ai pas envie. Et il me parle de Lecce. Je dis au début, mais c'est où? Je connais pas. Et il m'explique qu'il monte de deuxième division. Et c'est un club qui est pas structuré du tout comme Barcelone. Mhm. Je dis, ok, pas de souci. Donc on commence un peu à discuter avec eux. Et on fait une visio avec les dirigeants et ça se passe très bien. Ils m'expliquent qu'ils ont vraiment envie de me faire venir. Pour eux, c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir un joueur comme moi. Et au final, je finis par accepter. Euh, et en plus, moi, ce qui m'a fait le plus, limite, plaisir, c'était que c'était quelque chose de simple. Par exemple, les séances d'entraînement, quand ils m'ont montré où est-ce qu'ils s'entraînaient dans un resort. Resort, Mhm. donc tu as un hôtel, parce que là-bas, c'est l'été, tu as pas mal ouais, de monde qui vient passer l'été là-bas, surtout les Italiens, en tout cas à cette période-là. Et c'est un resort avec une piscine, et tu avais un terrain de foot à côté, et on s'entraînait là. Donc moi, quand j'arrive, je vois des gens qui viennent à l'hôtel, le resort, et nous, on va s'entraîner à côté. Donc pour moi, c'est pas une structure d'un club professionnel. Mhm. Mais c'est ça qui m'a plu. Parce qu'au final, je suis sorti de ce monde-là où c'est trop sérieux, c'est trop carré, faut respecter ça. Non. Donc je suis allé là-bas et j'étais vraiment le plus heureux. Le plus heureux, c'est que je pensais que foot. Mhm. Je pensais que foot et que pour moi, c'était vraiment une bande de copains avec qui j'étais. Et eux qui avaient pas vraiment cette. C'était la première fois pour la plupart, qui jouaient en première division, ils découvraient. Donc ils étaient comme des gamins, on leur donne pour la première fois une sucette. Waouh, incroyable! Donc c'est ça que j'ai voulu. Et c'est pour ça que je suis allé là-bas. Mhm. Et ça s'est passé comme prévu, je sais pas. Mais en tout cas, j'avais rien prévu en toute honnêteté. Mais humainement, j'avais besoin de ça aussi. Euh, la manière dont ils m'ont traité, waouh. Euh, le respect qu'ils avaient pour moi, Mhm. c'était incroyable. Et vraiment, c'est ce que je voulais. Et donc, au final, ça se passe super bien. Les supporters aussi. On avait cette connexion-là. Je savais que c'était un club qui était dans le dur. On allait être dans le dur toute la saison, mais avec les valeurs de rien lâcher. On va se battre pour se maintenir. Et le maintien qu'on a eu,
waouh, j'ai eu des larmes et tout, alors que moi, j'ai gagné une Coupe du Monde, j'ai gagné la Liga, j'ai gagné. Mais au final, pour moi, c'est comme si j'avais gagné un trophée. Mhm. Parce qu'on allait chercher ça avec une équipe si on me dit que cette équipe descend en deuxième division, je te dis que c'est normal. Mais on a fait avec nos moyens et on a réussi à se Mhm. maintenir. Incroyable, vraiment. Ouais, t'as dit que Lecce, ça t'a rendu la joie de jouer. Tu penses que si l'expérience elle avait été mauvaise, par exemple, ça aurait pu amener à ce que t'arrêtes? Ouais, je pense. Je pense qu'à cette période-là, si ça s'était mal passé, j'aurais pris la décision d'arrêter le Mhm. foot professionnel. Mais comme ça s'était trop bien passé, vraiment, je reprenais du plaisir à jouer au foot, aller aux entraînements tous les jours, quelque chose que j'avais perdu. Mhm. Ouais, j'ai eu l'envie de continuer ma carrière. Est-ce que c'est facile d'identifier le bon moment pour prendre sa retraite quand on est joueur professionnel? Moi, pour moi, c'était assez simple parce que ça faisait quelque temps que je galérais un peu, Mhm. que j'avais des gènes et que j'avais pris la décision aussi de me faire opérer. Donc, quand ça s'est produit à ma signature à Lille, bah, je pensais que avec la saison que je venais de faire à Lecce, que ça allait super bien se passer. J'avais des ambitions vraiment élevées aussi, vu que c'était une équipe qui jouait les premières places en France. Mhm. Mais il se passe que dès mon arrivée, bah, j'ai des gènes, des douleurs. Je patiente un peu, je dis rien parce que je suis gêné aussi de le dire. Parce que c'est un club qui voulait me donner cette opportunité-là de revenir en France et de montrer aux gens, écoute, Sam, il est de retour. Et au bout d'un moment, bah, ça me gênait trop, donc j'en ai parlé. On a décidé euh, bah, de me faire opérer. Ça n'a pas été facile, mais c'était, je pense, le bon choix. Et à ce moment-là, je voulais arrêter. Quand j'ai décidé de me faire opérer, je me suis dit, bon, j'arrête. Mais vu que le club, le président m'ont beaucoup soutenu et m'ont Mhm. accompagné, je me suis dit, tu sais quoi, Sam, tu peux pas dire stop là comme ça. Donc je me suis dit, bah, tu sais quoi, continue, reviens, même si la rééduque, ça va être dur. J'ai fait la rééduque, je suis revenu et le plus important pour moi, c'était de revenir rien qu'aux entraînements. Ça, pour moi, waouh, c'était mon objectif. Tous les jours, je me disais, Sam, tu sais, non, 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 non. Pour toi et pour eux, tu dois de revenir. Et qu'au moins, les gens vont savoir que tu as travaillé dur pour revenir. Parce que si tu te fais opérer, tu dis, bon, t'arrêtes, bah, il a lâché comme ça. Non. C'est juste que j'avais ça, je me suis mis ça en tête. C'était dur, dur, waouh. Vraiment une rééducation, réapprendre à marcher correctement. Les gens, waouh, c'était pas facile, mais au final, pour moi, ça valait le coup de le faire. Et j'aimerais revenir sur l'annonce de ta fin de carrière. Ouais. Comment on fait pour annoncer ça après une telle carrière? Bah, il faut réfléchir à comment le faire, quand. C'est vrai que j'avais pris ma décision depuis un moment, mais je ne voulais pas le faire dans un magazine ou à la télé. Je ne me voyais pas. J'avais besoin de le faire comme moi, je pensais, et j'ai pris du temps un peu à réfléchir. Et c'est pour ça que je voulais préparer une vidéo et je voulais la faire à Lyon Mhm. parce que c'est là où tout a commencé pour moi. Et être reconnaissant aussi de ça, des gens qui ont été là, qui m'ont accompagné dès le départ. Donc c'était Lyon et pour moi c'était logique de le faire là-bas. Donc avec beaucoup d'émotion pendant la vidéo, parce que je me disais waouh. Donc là c'est vraiment la fin, c'est vraiment la fin, même si j'étais préparé à ça. Mais quand j'ai commencé à faire la vidéo, j'ai commencé à avoir des sensations un peu bizarres où à certains moments je pouvais avoir des larmes. Et alors que pendant 2 mois auparavant, j'étais tranquille. Ah ouais, je vais faire la vidéo, ça va aller, tranquille. Mais au moment de la vidéo, c'était pas facile. Vraiment pas facile. Et même au moment de publier la vidéo, Mhm. oh, je devais le faire le matin. Je l'ai faite à 18 h ou 17 h Ah parce que je repoussais et que ce jour-là, bah, j'étais en pleurs. J'étais en pleurs parce que j'ai vécu énormément de choses bien comme mauvaises et c'est pour ça que je repensais à tout ça, même si je vais rester que sur le positif, que sur les belles choses, mais même si les choses un peu négatives m'ont permis un peu de me forger
et ça m'a aidé même en tant qu'homme aussi. Mais ça n'a pas été facile et c'est pour ça que pour moi là c'était vraiment l'arrêt définitif. En l'annonçant comme ça, bah Pas de retour arrière. ouais, pas de retour en arrière. Et maintenant, t'as envie d'entraîner? C'est ça, j'ai envie d'entraîner. De toute façon, depuis, j'ai toujours eu ça en moi, je pense, Ok. de transmettre un peu moi ce que je sais, ce que je connais à la jeune ouais, génération. Euh, mais c'est vrai que sur le long terme, quand même, ça serait l'équipe professionnelle parce que voilà, moi, c'est la compète. J'ai vraiment ce truc Mhm. de compète, même si passer par la formation, c'est quelque chose de normal et d'aider aussi des jeunes à passer certains caps euh, dans leur jeune carrière ou dans leur formation, c'est super important. Et c'est vrai que j'ai pour but vraiment d'entraîner au haut niveau Mhm. dans quelques années. Surtout que je trouve que les coachs qui ont été anciens joueurs, c'est vraiment différent. Je l'ai vu au basket et j'imagine qu'au Mm. foot, tu le sens aussi. C'est différent, oui, mais il faut savoir que quand tu es joueur, Euh, ça veut pas dire, et si tu as été un joueur de haut niveau, ça veut pas dire que tu seras Ouais, un un bon coach. super entraîneur. Ça, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir les connaissances, c'est bien de connaître le foot, mais après, quand tu as un groupe à gérer, ah, c'est différent. Mhm. C'est différent et c'est pour ça que moi, j'ai décidé vraiment de me former. J'ai envie d'aller un peu à gauche, à droite pour voir ce qui se fait, comment, et après, petit à petit, me faire ouais, moi-même, ça me coach, prendre des décisions, avoir des responsabilités, mais avant ça, j'ai besoin de me former. Ouais. Et c'est qui le coach que tu as eu qui t'inspire le plus aujourd'hui dans ton parcours de coach? Bah, c'est vrai que moi, Luis Enrique, il a été vraiment. Il a eu un impact très fort dans ma carrière, sur sa manière de voir le foot, sur ses séances, sur les. Il est très sur les détails, même le travail tactique, très sur les détails. Et moi, ça m'a servi. Et je pense que ça fait vraiment. Je me sens un peu comme lui sur ces aspects-là. Je suis très sur les détails et j'ai envie d'apprendre. Et c'est pour ça que Lucien Riquet, pour moi, c'est un entraîneur Mhm. sur qui j'ai envie de prendre certaines choses, quoi. C'est normal. Euh, mais après, c'est vrai que je regarde un peu ce qui se fait ailleurs. Même des entraîneurs que je n'ai pas eu, je demande régulièrement à des joueurs avec qui j'ai joué, ah, cet entraîneur, il était comment, humainement, ses séances d'entraînement, parce que c'est bon à savoir aussi. Mais j'aimerais vraiment, comme je disais, me déplacer sur plusieurs jours dans certains clubs pour être avec des entraîneurs et pour voir leur mode de fonctionnement. T'as dit que tu voulais transmettre quelque chose aux jeunes. Ouais. Toi, c'est quoi la chose que t'aurais aimé qu'on te dise quand t'avais 18 ans, mais qu'on t'a jamais dit? Bah franchement, moi je trouve qu'on m'a tout dit, hein. Moi je trouve qu'on m'a tout dit parce on m'a dit que ça allait pas être facile, on m'a dit que ça allait passer vite, on m'a dit qu'il fallait profiter de chaque moment parce que tu sais jamais ce qui peut se passer demain. On m'a dit qu'il allait y avoir de la concurrence, on m'a dit que ce milieu-là, c'est un milieu qui est compliqué. Mais même si on te le dit, je pense qu'il faut le vivre. Ah, il faut le vivre. Mhm. Mais je pense que ouais, j'étais préparé à tout ça. Mais il y a des choses, par exemple les blessures. Ça, par contre, j'étais pas préparé à ça. Et c'est quelque chose. Moi, si je suis entraîneur, j'aimerais vraiment accompagner les joueurs blessés euh, sur leur rééducation, qui se sentent pas forcément seuls. Mhm. C'est très important. C'est très important. Il faut jamais, si tu as un groupe, il faut que tout le monde se sente concerné. Et c'est vrai que j'ai eu des coachs euh, qui avaient du mal à ouais, concerner tout un groupe. Et c'est peut-être le plus dur, ça, parce que tu as des joueurs qui vont beaucoup plus jouer que d'autres. Tu en as qui jouent peu ou pas, mais il faut que tout le monde se sente concerné. Et que tu sais que chaque joueur va t'apporter quelque chose au bout d'un moment. Donc tu es obligé de concerner tout un groupe. Et ça, c'est vrai qu'à certains moments, il y a des choses que j'ai mal vécues. Euh, donc j'essaierai de faire différemment. Mhm. Même si je pense que quand tu es coach, oui, tu dois des fois être un peu, pas égoïste, mais c'est dur de se mettre à la place du joueur. C'est toi qui dois prendre les décisions et le joueur doit l'accepter, ne pas être content. Bah, c'est comme ça, c'est le métier qui veut ça, mais je pense que ouais, vraiment, moi, j'essaierai d'être humainement, d'être le plus juste possible aussi. Euh, Même si à certains moments,
je peux ne pas l'être, mais d'être honnête. Mhm. Parce que c'est vrai que dans ce milieu-là, tu as des entraîneurs des fois qui te vendent du rêve pour sortir d'un contexte compliqué. Il va dire, ah non, mais ça, je l'ai fait pour ça, mais c'est pas la réalité. Et moi, je vais essayer d'être le plus correct, le plus honnête avec les joueurs que je vais coacher. J'aimerais bien parler avec toi rapidement de ta vision du foot aujourd'hui. Ouais. Déjà aujourd'hui, c'est qui les jeunes qui t'impressionnent le plus? Les jeunes qui m'impressionnent le plus, waouh, il y en a beaucoup. C'est vrai que bah, à Lyon, moi, Cherki, c'est, ça sent le foot dans tout ce qu'il fait. Euh, et lui aussi, je pense qu'il est en train de prendre en maturité. Et c'est très bien parce qu'il a tout dans les jambes. Mhm. Et il avait juste besoin d'être un peu plus mature dans son jeu, de savoir aussi que le foot, bah, ça demande pas mal d'efforts. Et pas que courir quand on a le ballon, mais c'est des choses que tu apprends et c'est normal. Et aujourd'hui, pour toi, c'est qui le meilleur défenseur du monde? Bah, moi, en toute honnêteté, j'ai une euh, difficulté à dire qu'il y a un meilleur défenseur, un meilleur milieu, non. Parce que pour moi, tout le monde est différent. Euh, Il y a un défenseur qui va avoir une qualité qu'un autre n'a pas. Mhm. Donc au final, de dire, ah, le meilleur, moi, je dirais jamais ça. Et j'ai jamais été pour ça, mais je dirais, par exemple, il y a peut-être 5 défenseurs que je trouve vraiment complets, je vais les citer, mais dire meilleur défenseur, non, j'ai du mal à dire ça, et je trouve que, en plus, tu as des défenseurs, comme je le disais, euh, des fois, c'est le binôme. En tant que Mhm. central, des fois, quand tu avec un bon, tu veux être performant. Et ça, les gens, ils ne le savent pas. Ils vont dire, ah non, mais non, si tu l'enlèves ce joueur-là, il va jouer différemment. Donc, en défense, à l'heure actuelle, euh, il y a un joueur bah, français que j'adore, Saliba. Euh, j'aime j'aime beaucoup le joueur, même si je crois que il a fait Saint-Étienne, lui, non? Ou j'ai Je des sais conneries. plus. Je sais Ah plus. ouais, s'il a fait Saint-Étienne, peut-être On ça enlève, baisse on un enlève. peu, mais non, non, ouais, mais oui, mais ouais, Saliba, c'est un joueur que j'apprécie parce qu'en plus, il a pris le temps. Il est Arsenal, après il s'est fait prêter Marseille euh, et il devient un complet. On m'a confirmé qu'il était à Saint-Étienne. Ah ouais, Voilà. ouais, mais je sais, j'ai posé la question, mais je sais qu'il était à Saint-Étienne. On n'oublie Je pas sais ces qu'il choses-là. ouais, je sais qu'il était à Saint-Étienne, bien évidemment. Mais bon, vu qu'il est vite parti, ça passe. Ça passe, ça passe. Et aussi aujourd'hui, ça, il y a beaucoup de joueurs qui évoquent l'intensité du calendrier, Ouais, la santé physique et mentale que ça ouais. implique. Pour toi, est-ce que c'est urgent de changer quelque chose? Oui, je pense qu'il faut faire attention. Je pense qu'on est en train de tuer un peu les joueurs. Et même sur la qualité du jeu, on est en train de tuer parce que un joueur il ne peut pas enchaîner toutes ces compétitions, faire 60-70 matchs à l'année, c'est trop. Et en plus que maintenant le foot est beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'intensité. Mhm. C'est trop compliqué d'enchaîner les matchs comme ça. Beaucoup, mais au final, pourquoi ils font ça? C'est encore le problème, c'est l'argent. Mhm. C'est pour ça. Et eux, ils pensent qu'à ça. Ils pensent Mhm. pas aux hommes, aux joueurs qui, tout le temps, eux, doivent enchaîner les matchs, doivent être performants. Et être performant sur toutes ces rencontres, c'est trop compliqué. Et même après, physiquement, maintenant, tout le monde essaye un peu de faire attention sur la récupération. Mais même en faisant attention. Là, si on regarde tous les blessés qui peut y avoir, c'est affolant. Et que je pense que plus on avance, plus il y en aura. Et des blessures de plus en plus graves. Mais je sais pas comment les instances là font et ne comprennent pas ça. Vraiment, on a beau, je pense, parler, les joueurs ont beau parler, ça changera pas parce que c'est l'argent au final qui domine. Mhm. Donc on a beau parler en disant non, il faut réduire. Non, parce qu'au final, en réduisant, il y a une perte d'argent. La perte d'argent, ça ne plaît pas aux gens. Les gens veulent toujours plus. Et vraiment, on est dans un milieu, même, c'est le foot, mais c'est comme la société actuelle, vraiment, hein, le foot, c'est vraiment un reflet hein, de tout ça. Mhm. L'argent, c'est tout. Et donc, au final, si on réduit pas ça, il y aura des gros problèmes. Et que là, on était dans une génération où les gens finissaient leur carrière tard, 35. Mais là, je pense qu'on va être dans une Mhm. Je vois ce que génération tu où veux les dire. gens vont arrêter bien plus tôt leur carrière. Et en parlant d'argent,
Tu penses quoi de ce qui se passe en Arabie Saoudite? Notamment, j'ai vu une vidéo de Ronaldo qui disait que c'était un meilleur championnat que la Ligue 1 déjà. Tu penses quoi de tout ça, de ce qui se Après, passe là-bas? bon, chacun a son avis là-dessus, vraiment. Et moi, je suis pas là pour dire que c'est faux. J'ai pas joué là-bas dans ce championnat, mais de ce que je vois, ça va pas être le meilleur championnat. Et même, c'est, je trouve que ça pourra l'être à 10 ans, 15 ans peut-être, un bon championnat. Mais il faut ramener des joueurs, il faut avoir une mentalité aussi. Après, tu as des joueurs locaux aussi qui sont là-bas, qui sont pas forcément au niveau. Donc, Mhm. il y a ça aussi. Euh, Ils n'ont pas le même niveau qu'en Ligue 1, ça c'est sûr. Même si tu peux me dire qu'en Ligue 1, le niveau est différent, mais je pense que c'est différent. Euh, mais je sais pas, j'aurais du mal à juger, mais encore une fois, il y a de l'argent, donc tout le monde va là-bas. Tout le monde, en tout cas, les gens qui ont l'opportunité d'y aller. Et moi, je peux comprendre, c'est normal. On te propose une somme que tu ne pourras jamais gagner dans ta carrière. Ah, vas-y, c'est normal. Mais Mhm. après, moi, je pars du principe aussi que voilà, le foot, c'est le foot. Ça doit jamais passer avant l'argent. C'est vraiment prendre du plaisir. Si tu penses que tu veux prendre du plaisir là-bas, ok, vas-y. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Mais je peux comprendre, et on va pas faire semblant, je peux comprendre quelqu'un, un joueur, qui décide d'aller là-bas Mhm. pour prendre beaucoup plus d'argent qu'il n'aurait pris, par exemple, en Europe. Et à certains moments, à une période, tu avais des gens qui allaient en Roumanie, dans des clubs comme ça, pour avoir de l'argent. Et là, maintenant, tu es en Arabie, le temps, il fait beau, tu as un cadre de vie qui peut être bien. Donc voilà, donc il faut comprendre aussi. Je pense que c'est bien que on soit ouvert d'esprit et comprendre que tout le monde n'a pas les mêmes attentes et les mêmes envies, Mhm. tout simplement. Euh, et c'est vrai qu'en plus de ça, j'ai l'impression que le football est en train de changer, que nous, en tout cas, on était beaucoup amoureux du football, je pense. Et que de nos jours, les gens sont moins amoureux du football, sont plus amoureux de ce qu'il y a dans le football. Voilà. Ok, c'est très bien. Pour quelqu'un comme toi qui a gagné la Coupe du Monde, c'est quoi la définition de la réussite aujourd'hui? Waouh. La réussite. Euh, Moi, je pense que la réussite, c'est pas forcément d'avoir gagné les plus grandes compétitions. En tout cas, c'est ma vision des choses, c'est pas ça. Pour moi, la réussite, c'est tu t'étais fixé quoi comme objectif? Comment tu as fait pour arriver à atteindre ces objectifs-là? Et pour moi, c'est ça la réussite. Si tu as atteint tes objectifs-là en étant toi-même, pour moi, c'est ça la réussite. Et c'est pas juste en disant, ah, tu sais, j'ai gagné tel trophée. Non, moi, je sais que plus tard, à mes enfants, la réussite, ça sera pas de leur dire que j'ai gagné la Coupe du Monde. J'ai gagné... Non, c'est pas ça. C'était que j'avais ça comme objectif et je vais vous expliquer comment j'ai réussi à atteindre ces objectifs-là. Et pour moi, c'est ça la réussite. Et pour moi, c'est une fierté de pouvoir raconter ça parce que ça n'a pas été facile tout le temps et que comprennent que pour réussir, en tout cas atteindre tes objectifs, bah des fois tu dois passer par des moments compliqués. Et tout le monde passe par des moments compliqués. Et comme je disais tout à l'heure, t'as beau tomber plusieurs fois, le plus important, c'est de se relever. C'est tout. Et il faut pas garder, ah, je suis tombé deux, trois. Non, tu t'es relevé? Parfait. Nickel. Donc pour moi, la réussite, c'est ça. Mhm. C'est de savoir comment tu as atteint ton objectif et si vraiment tu es resté toi-même en faisant tout ça. J'ai l'impression que tu as vraiment envie de transmettre, que ce soit à tes enfants ou aux jeunes. Imaginons que là, face à toi, t'es plein de jeunes et que parmi eux, il y a le petit Sam de Ménival Mhm. et que tu peux lui parler et lui dire quelque chose, tu voudrais lui dire quoi? Waouh. À Sam de Ménival, je lui dirais je lui dirais qu'il t'attend une aventure incroyable. Accroche-toi, parce que vraiment, ça va être les montagnes russes. Vraiment montagnes russes. Et que tu vas être heureux. Des fois, tu vas être malheureux. Mais après, le plus important, c'est de garder que les choses positives et de te servir des choses négatives euh, pour les rendre, on va dire, positives, tout simplement. Donc, je lui dirais ça, mais accroche-toi parce que à la vie, c'est mouvementé. Et tu penses qu'il serait fier de toi aujourd'hui?
Oui, je pense. Parce que euh, comment j'ai évolué, bah, déjà en tant que joueur, ça, rien à dire, mais en tant que personne aussi, je pense que j'ai énormément évolué. Euh, j'ai beau avoir le caractère que j'ai, je pense que euh, j'ai réussi à certains moments à prendre sur moi, et ça avant c'était compliqué. Euh, et donc ouais, je pense que j'ai énormément évolué en tant que personne pendant toute ma carrière. Et franchement, je le dis rarement, mais je peux être fier de moi, Mhm. vraiment en tant que personne. Et je pense que je ne suis pas parfait, loin de là, et personne ne l'est. Mais en tout cas, j'essaie toujours de faire du mieux que je peux pour être une bonne personne. Et t'es en paix aujourd'hui? Ah, je suis en paix avec moi-même. Vraiment, je suis en paix avec moi-même, avec tout ce que j'ai pu faire. Mais je sais qu'au quotidien, j'essaie toujours de faire du mieux que je peux. Et c'est vrai que je me suis souvent un peu nourri, moi, en essayant de faire plaisir aux gens, en étant, euh, en rendant les gens heureux. Mhm. Et moi, vraiment, je profitais peu, je trouve. Et maintenant, c'est vrai que je sais que je peux être heureux sans rendre quelqu'un heureux. C'est ça aussi. C'est fort. Si un jour tout s'arrête, pourquoi est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi? Oh. Bonne question. Dernièrement, je parlais avec des amis qui me disaient ah, tu sais, Sam, là, quand t'as arrêté ta carrière et tout, qu'est-ce qui t'a le plus touché? Je lui dis bah, c'est l'image que j'ai laissée, et je parle pas du foot. C'est humainement, et les gens ont vu que j'étais une personne avec beaucoup de principes et de valeurs. Et pour moi, c'est bien plus important que tout le reste. Et que, comme j'ai dit, j'essaie d'être une bonne personne. On peut tous faire des erreurs, mais ne pas être méchant, ne pas être rancunier. Et je pense aussi, ouais, c'est ça, c'est le fait d'avoir été bon avec toutes les personnes que j'ai fréquentées. Euh, et là, quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai vu que j'avais été ce genre de personne-là, vu les messages que j'ai pu recevoir de tout le monde. C'est que j'ai laissé une belle image, c'est le plus important pour Mhm. moi. Et c'est pas les trophées, c'est pas Sam qui a mis la tête face à la Belgique en Coupe du Monde. Non, c'est l'homme. Et l'homme, bah, c'est les principes, les valeurs qu'il y a là, ici. Ouais, tu l'as dit, pour toi, la définition de la réussite, c'est atteindre ses objectifs en restant qui on est. Et je pense que même si tu as évolué dans un milieu où il y avait de l'argent, de l'attention, du succès, bah tu as réussi à le faire. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie fierté. Ouais, Voilà. en tout cas, merci. Mais, en tout cas, merci. Mais c'est vrai que c'est quelque chose pour moi qui est super important. Vraiment, la réussite. C'est pas juste, comme je disais, gagner de l'argent, gagner. Non, c'est pas ça la réussite pour moi. C'est comment tu fais pour arriver à atteindre tes objectifs là. euh, et que en plus tu passes par des étapes où, comme tu disais, gagner de l'argent, tu peux vite vriller en gagnant de l'argent. Mais au final, c'est garder, tu vois, pied sur terre. C'est important, et que tu as des obstacles à chaque fois dans ta vie. Mais pour moi, l'histoire, elle est belle comme ça. Et c'est pour ça que pour moi, c'est ça la réussite. Et que Mhm. je suis beaucoup plus fier de raconter ça que de dire à une personne, ah, j'ai gagné la Coupe du Monde. C'est vrai, sans Et chemin. c'est pour ça que réellement, moi, j'en parle jamais, ça. Après, les gens, ils me connaissent et ils savent très bien que j'ai gagné. Mais je parle jamais de ça. Moi, je suis jamais, ah, j'ai gagné la Coupe du Monde. Ah, j'ai joué à Barcelone. Non, moi, c'est pas ça. Moi, j'aime bien, par exemple, raconter. Bah, si je le fais pas, mais je préfère, pardon, raconter cette histoire-là de comment j'ai pu atteindre cet objectif-là. Et pour moi, c'est ça qui est beau. Merci Sam. On a juste une tradition dans le Yes. podcast. On a ce livre où je demande à chaque invité d'écrire une citation ou une phrase qui est importante pour lui. Ok. Si tu veux bien le faire et on D'accord. signe juste après. Est-ce que tu peux partager avec nous ce que tu as Ok, écrit dans le j'ai dit livre? rester soi-même et décide pour toi, car personne ne vivra ta vie. Et je vais expliquer, il faut rester soi-même parce que je pense qu'on vit dans un monde actuellement où euh, pour être accepté, ou à chaque fois il faut un peu changer.
pour qu'on te mette dans dans un moule un peu. Il faut faire comme les autres ont envie pour être accepté. Et je pense que ça ne devrait même pas exister. Il faut rester soi-même. Soit tu te fais aimer par rapport à la personne que tu es et les valeurs que tu as. Et si tu peux pas être apprécié par tout le monde, et si t'es pas apprécié, tu te lèves et tu prends Mhm. la porte et tu vas voir ailleurs, c'est tout. C'est vrai, c'est la seule manière d'être heureux. Voilà. Et ensuite, décide pour toi, car personne ne vivra ta vie. Je l'ai dit comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'à certains moments, euh, tu peux même demander certains conseils, mais au final, il y a personne d'autre qui est mieux placé que toi pour prendre certaines décisions, parce que personne n'est dans ton corps et personne n'a vé- ne en fait, tu es unique, personne va vivre ce que toi tu as vécu. Donc au final, on pourra te donner des conseils, on pourra te dire fais ça, on pourra te dire non, ça en fait tu peux pas. Mais au final, personne sait ce que toi tu as vécu et ce que tu as dans la tête et l'envie peut-être que tu as de faire ce que tu as dit. Donc au final, il y a que toi qui peut prendre cette décision et il y a que toi qui peux décider de ce que tu fais de ta vie et personne d'autre. Et je pense aussi, même ça c'est autre chose, mais même par exemple les parents, je pense beaucoup à ça, qu'on est beaucoup dans... Non, il faut écouter ce que les parents disent. Moi, ça pour moi c'est un sujet qui... Il faut écouter, tu prends conseil, mais à certains moments aussi, euh, tes parents ne sont pas toi. Donc peut-être que eux, ils auraient peut-être pris cette décision-là, mais toi, tu t'écoutes, mais tu es différent. Et tout Mhm. le monde est différent. Et pour moi, c'est ça, la vie, tout le monde est différent. Tu peux poser la question à trois personnes, tu auras trois réponses différentes. Donc, fais ce que tu as envie de faire. C'est tout. Exactement. Et je trouve que tu l'as bien fait, j'espère que tu vas continuer à le faire. Et je te souhaite beaucoup de succès. Et Merci merci beaucoup. encore pour ton temps. Merci beaucoup. Merci.